les humains et le clan des démons unissent leurs forces contre un ennemi plus puissant. Le champ de bataille est jonché de cadavres de soldats. Les seuls qui restent debout sont une belle femme blonde connue sous le nom de Héros et l'homme aux cheveux argentés connu sous le nom de Roi Démon, Aegri. Il voit un vortex s'ouvrir dans le ciel noir. Lentement, une main pâle avec des griffes acérées en sort. Aegri et le héros attendent l'apparition complète de la créature tout en anticipant leur mort. Hors du portail se trouve une silhouette encapuchonnée avec un visage invisible, 6 bras et un œil brillant qui sort de la cape sur son abdomen. Le démon et les humains appellent ce type de créature l'étranger. Le héros sort son épée et donne un coup qui fait exploser la créature. Une fois que la fumée se dissipe, il est évident que l'étranger n'a subi aucun dommage. Il s'approche du héros pour l'éliminer. Aegri prépare un rayon d'énergie magique, distrayant le monstre avant qu'il n'atteigne le héros. Il libère l'explosion d'énergie de toute sa puissance. Cela parvient à transformer l'étranger en cendres. Le duo se sent soulagé d'avoir enfin remporté la victoire. Leur soulagement semble prématuré car ils sont témoins de l'ouverture successive de plusieurs vortex dans le ciel. Chaque vortex libère un monstre géant unique avec des caractéristiques différentes. Devant le duo apparaissent d'innombrables monstres qui les surpassent individuellement. Aegri se résigne au fait que ce sera leur dernière bataille ensemble. Il propose qu'ils fassent en sorte que leur dernière bataille compte. Le héros lui dit qu'il reste encore des options et libère une magie qui entoure l'aura douce et dorée. Elle explique que c'est un pouvoir qui peut envoyer une âme ailleurs dans le temps et l'espace. Elle explique qu'elle est morte une fois et s'est réincarnée dans le monde d'Aegri, que la déesse de la réincarnation lui a accordé la capacité de se réincarner à nouveau. Elle dit qu'elle va plutôt lui donner le don. Aegri touche la lumière dorée et a l'impression que c'est un pouvoir plus grand que tout ce qu'il ait jamais ressenti. Le héros rappelle que les étrangers sont apparus il y a 3 ans, et ceux qui l'ont fait se sont reproduits en masse jusqu'à être innombrables. Elle dit au démon qu'elle prévoit de l'envoyer à une époque antérieure à l'apparition des étrangers. Son plan est qu'il élimine les étrangers avant que beaucoup de leurs compagnons ne meurent. Aegri s'y oppose et demande pourquoi elle se sacrifie alors qu'elle peut utiliser le sort de réincarnation sur elle-même. Le héros admet qu'elle valorise sa vie plus que la sienne. Aegri se souvient de leur première rencontre lorsque le héros a chargé dans son château et était prêt à l'affronter avec une épée déjà sortie. Au lieu de se battre, les deux ont fini par discuter de leur conflit. Finalement, les humains et les démons ont célébré l'unité. En ces jours paisibles, tout le monde était heureux et le héros et Aegri étaient des amis proches. Il se souvint d'un de leurs chevaliers qui parlait et réalisa qu'il était tombé amoureux de Val, le héros, au premier regard. De retour dans le présent, Val dit à Aegri que le lanceur du sort de réincarnation doit mourir pour qu'il s'active. Elle regarde les monstres qui l'entourent et voit que cela ne sera pas un problème pour elle. Elle sourit en disant qu'elle est sur le point de faire sa grande sortie en tant que héros. Aegri essaie de l'arrêter, mais il ne peut pas sortir de la barrière dorée dans laquelle Val l'a mis. Val lui dit que puisque c'est la fin, elle veut admettre quelque chose. Elle poursuit en disant qu'il y avait une raison pour laquelle elle ne l'avait pas frappé immédiatement lors de leur première rencontre. Elle lui sourit en lui disant qu'elle est tombée amoureuse de lui au premier regard. Elle charge sur les monstres pendant qu'Aegri regarde impuissant. Il voit la femme tailler à travers les monstres jusqu'à ce qu'elle soit submergée par leur nombre. Il hurle de terreur en voyant la femme qu'il aime mourir. Il y a une immense arène connue sous le nom d'arène royale des esclaves. Dans l'une de ces cellules, un jeune homme nommé Mélo s'entraîne à manier l'épée avec son épée. Le garde perturbe son entraînement en s'approchant avec une assiette de nourriture pour lui. L'homme crache sur l'assiette. Il donne ensuite l'assiette au garçon dégoûté et lui dit qu'il y a ajouté son épice spéciale. Le garde se moque de son destin d'être un esclave parce que sa mère a empoisonné son père. Le garçon crie au garde que sa mère est innocente et qu'elle a été piégée par une noble jalouse. Le garde le frappe instantanément à la tête. Le jeune homme tombe au sol et son assiette de nourriture se répand partout. Le garde lui dit que dire qu'une noble est une renarde est un mépris pour la noblesse et piétine l'enfant encore et encore pour cela. Le garçon se souvient du triste souvenir de sa mère née roturière étant accusée à tort et arrêtée pour un crime. Même sans preuve, la femme a été exécutée pour le crime d'avoir tué un noble. Le garde attrape le garçon par les cheveux et lui dit qu'il devrait comprendre sa place maintenant. Il le lâche ensuite et dit qu'il s'empêche seulement de le frapper davantage parce qu'il a un grand match demain. Il conseille au garçon de considérer son match avec un noble comme un grand honneur. Le garçon lui dit qu'il gagnera avec le sang de guerrier de son père. Le garde se moque de sa vantardise et lui dit qu'un homme non entraîné comme lui n'aura aucune chance de gagner avec une épée émoussée. Le garçon répond qu'une épée émoussée est toujours une épée qui peut encore percer la chair d'un ennemi. Le garde rit en partant et le laisse avec ses petits rêves. Le garçon tend la main vers son épée sur le sol. Il serre la poignée et ressent de la douleur. Il voit que ses mains sont couvertes d'éruptions cutanées et d'ampoules. Malgré cela, il serre la poignée avec conviction. Il s'entraîne à manier l'épée sachant que gagner signifie une chance de liberté. Il frappe encore et encore pour s'habituer à manier l'arme. Le lendemain, le garçon entre dans le ring avec son adversaire, qui est un garçon en armure qui semble aussi jeune que lui. Gaston, le noble qu'il est sur le point de combattre, sympathise sarcastiquement avec lui pour être devenu un esclave parce qu'il a du sang roturier. Il dit à l'esclave qu'il se sent chanceux d'avoir l'opportunité d'abattre quelqu'un avec du sang Habsbourg pour son premier match. Le garçon esclave le couvre de honte pour avoir essayé de gagner une victoire injuste.
Gaston lui dit d'arrêter de se plaindre puisque la naissance a toujours tout déterminé dans leur monde. Ils se vantent d'être heureux que ses deux parents soient des nobles de sang pur, ce qui fait grincer des dents le garçon esclave. Gaston appelle son père le siège spécial au balcon parmi la foule et demande qu'il assiste à son moment de gloire. Le père regarde son garçon avec un sourire espiègle. L'arbitre demande d'abord à Gaston s'ils peuvent commencer avant de le faire. Il avertit les concurrents que la magie n'est pas autorisée. Les deux acceptent les conditions. Gaston attrape le garçon esclave par l'épaule comme s'ils étaient amis et lui murmure qu'il n'y aurait aucun plaisir à le retirer avec de la magie de feu de toute façon. Le garçon esclave grimace face à son hypocrisie alors qu'il est déjà en armure complète devant un adversaire sans armure. L'arbitre lève les deux côtés et crie pour que le match commence. La foule de nobles s'emballe alors que les deux combattants sont prêts à dégainer leurs épées. Gaston se précipite sur le garçon esclave avec l'intention de le tuer. Il frappe encore et encore, mais le garçon ne peut utiliser son épée que pour bloquer. Gaston rit de ne pouvoir rien faire d'autre. Le visage du garçon esclave est déjà couvert de marques de coupure alors qu'il lutte pour contenir ses attaques. Il peut dire qu'une personne non entraînée comme lui n'a aucune chance contre quelqu'un qui a une formation formelle. Il laisse tomber son arme et demande à Gaston d'arrêter. Gaston a l'air confus de ce qu'il fait. Le garçon esclave lui dit qu'il comprend qu'il ne peut pas gagner et se rend. Gaston rit de son état pitoyable. Il n'accepte pas sa reddition et dit que ce match est à mort. Le garçon esclave réalise qu'il est à 2 doigts de la mort. Il s'enfuit de son adversaire aussi vite qu'il le peut. Cela enrage Gaston, qui pense qu'il manque de respect à son premier combat. Il lui crie d'arrêter et dit qu'il a besoin de le tuer pour sa gloire. Le garçon esclave s'arrête soudainement et le regarde avec un air courageux. Gaston est déconcerté. Il attaque l'esclave, mais avec une escrime négligente, ce que le garçon avait prévu dès l'instant où il l'a intentionnellement déconcerté en fuyant. L'esclave évite maintenant chacune de ses attaques avec facilité. Il contre alors en visant le visage de Gaston. Gaston sourit et invoque une barrière magique. Le sort brise l'épée de l'esclave en deux. Il est révélé que la barrière est un bouclier fantôme qui éclipse la taille et la largeur de Gaston et se dresse sur le chemin de la frappe de l'épée de l'esclave. L'esclave rappelle à l'arbitre que la magie est interdite, mais l'officiel lui dit qu'il ne l'a pas vue à cause de la poussière dans ses yeux. L'esclave en colère dit à tout le monde qu'ils sont pourris. Juste avant qu'il ne termine son discours, Gaston essaie de le frapper, ce qui fait tomber à l'esclave ce qui reste de son épée. Il a l'intention de l'attaquer davantage, bien que l'adversaire soit maintenant désarmé. Gaston prépare son coup final. Il poignarde ensuite l'esclave à la poitrine. La foule s'emballe alors que le garçon gît impuissant sur le sol. L'arbitre annonce Gaston comme vainqueur. Les yeux de l'esclave sont encore ouverts et remplis de larmes qui coulent. Lentement, ses yeux se ferment et sa conscience s'estompe. Ses yeux se rouvrent soudainement, mais ce sont les yeux rouges et perçants du roi démon. Pendant ce temps, Gaston est occupé à demander à son père, depuis sa loge, s'il a vu sa glorieuse victoire. Il est déconcerté lorsqu'il voit son père regarder avec choc ce qui se trouve derrière lui. Gaston sent une aura de danger derrière lui. Il regarde et voit que l'esclave se tient droit. Il lui demande comment il est encore debout après qu'il lui ait percé le cœur. Il perd sa personnalité confiante et est laissé en sueur froide. L'esclave se précipite vers son adversaire sans épée. Il s'auto avec l'intention de tomber sur Gaston. Gaston appelle frénétiquement sa barrière magique. Il dit au garçon qui tombe qu'il est fou s'il pense pouvoir briser le bouclier alors qu'il n'avait aucune chance auparavant avec une épée. Le coup de pied de l'esclave perce le bouclier, et il réussit à lui donner un coup de pied à la poitrine. L'air est aspiré hors de Gaston. Le corps du noble est jeté et rebondit jusqu'à ce qu'il s'écrase contre le mur. Le père du garçon est sans voix, choqué, tout comme le reste de la foule. Le roi démon se plaint de se réveiller pour rencontrer de terribles nobles. Il déclare que son nouveau nom est Mélo et qu'il est le roi démon. Plus tard dans la nuit, le père de Gaston est allé voir le directeur de l'arène pour lui crier dessus parce qu'il n'avait pas tenu sa promesse de faire combattre son fils avec quelqu'un contre qui il ne pourrait jamais perdre. Le directeur portant un monocle sourit et parle de manière professionnelle en disant aux parents agités qu'ils ne peuvent pas annuler les résultats. Le père claque son bureau en exigeant un remboursement. Le directeur lui montre le contrat et lui rappelle qu'il l'a signé. Le père grince des dents, incapable d'en dire plus. Le directeur l'attrape par le col et menace de déposer une plainte auprès de la cour royale pour l'empêcher de se plaindre davantage. Il lâche son coup alors que le directeur reprend son attitude professionnelle et lui dit qu'il est toujours disposé à arranger les choses. Il dit qu'il utilisera le prestige de la reine pour montrer l'enfer à l'esclave. Il dit à son assistant de dire au noble ce qu'il veut dire. Son jeune assistant esclave dit au père que le prochain adversaire de l'esclave est connu sous le nom d'Ens le bourreau. Le noble est heureux d'apprendre qu'il affrontera quelqu'un connu pour son impitoyabilité et sa férocité. Le directeur promet la disparition brutale de l'esclave. Il demande si cela satisfait le noble. Le noble rit fort et exprime son enthousiasme pour le match. Il ajoute que le directeur rend la prise aussi voyante que possible lorsqu'il quitte le bureau. L'assistant demande à son patron pourquoi il fait autant pour apaiser un noble. Le directeur révèle que tout ce qu'il a dit n'était qu'une façade, et que la famille Evans a ordonné la suppression de l'esclave. L'assistant est choqué d'apprendre que la prestigieuse famille qui descend du guerrier divin lui-même est impliquée. Le directeur sait que tout cela n'est qu'une précaution de la part de la famille Evans, car ils ne traiteront jamais l'esclave comme faisant partie de leur propre famille.
Le lendemain est un autre matin pour la reine. D'un côté du ring se trouve Hens le bourreau, et il porte un demi-masque pour cacher sa difformité et conserver la vue comme une arme. Le directeur est parmi le public, anticipant avec suffisance la victoire d'un. Melo le regarde d'en haut avec dédain. Nglous a l'idée d'en faire à sa tête avec l'esclave. Il le menace de couper et de collectionner sa tête comme beaucoup d'autres. Le garçon reste calme alors qu'il rappelle à N que le match a déjà commencé. Avant qu'N ne puisse réagir, l'épée en bois de l'esclave est déjà à quelques centimètres du visage d'N. N essaie de la bloquer avec sa main, mais elle finit par être touchée. Sa main et son masque se brisent à cause de l'impact. Il est envoyé voler avec sa difformité faciale exposée à la vue de la reine. N tombe hors d'état de nuire sur le sol. La foule et le directeur sont choqués de voir un garçon avec une simple épée en bois abattre le tueur vicieux. La foule s'emballe avec des acclamations. Plus tard dans les coulisses, Melo Slavboy est seul plongé dans ses pensées, mais tous les autres prisonniers le regardent. Ils se parlent de la façon dont le garçon a réussi à remporter 8 victoires consécutives après avoir battu N. Ils s'émerveillent de la façon dont il s'est tenu à une façon de combattre non létale tout au long du combat. Pendant ce temps, Melo pense à la façon dont sa force est encore maigre comparée à sa vie précédente. Il réfléchit au fait que cela doit être à cause du corps du garçon. Grâce à la mémoire du garçon, il apprend que sa lignée détient la lignée du guerrier divin. Son plan est maintenant de continuer à s'élever en tant que gladiateur esclave et de voir ce qui va se passer. Il regarde autour de lui et voit que beaucoup d'esclaves le regardent avec une pression intense. Il sourit car il a l'intention de les utiliser comme partenaires d'entraînement pour retrouver sa force maximale. Pendant ce temps, le directeur est frustré par les victoires consécutives de l'esclave. Il examine comment les Evans lui ont seulement ordonné de s'assurer de la mort du garçon. Il regarde non seulement l'esclave remporter une autre victoire, mais aussi comment les spectateurs se sont ralliés à sa cause. Il craint ce que la famille Evans fera s'il ne peut pas éliminer le garçon. Son assistant l'assure qu'il n'a pas à s'inquiéter. Pendant ce temps, Melo est au milieu du ring, et il se rend compte qu'il est entouré d'autres esclaves qui sourient tous à sa disparition. L'assistant annonce qu'ils ont organisé un match spécial entre l'esclave et 10 adversaires. Pendant ce temps, un messager entre dans la zone du directeur avec une mauvaise nouvelle urgente. Il annonce que le chef de la famille Wilson souhaite parler avec le directeur. Le directeur réfléchit à ce que cela signifie. Pendant ce temps, les 10 hommes armés d'armes fixent l'esclave. Alors que Melo anticipe leur premier mouvement, il rappelle que le nom de son vaisseau est Néo-Habsburg et qu'il vient du clan fondé par le guerrier divin. Alors qu'il se bat contre ses adversaires, il rappelle que la famille Evans est la principale famille souche, mais qu'il existe également plus de 10 branches de familles qui font partie des nobles prestigieux. Il dit que malgré le fait que la famille Habsburg fasse partie des nobles, ils sont également connus pour être une famille sans épéiste qualifié. Il parle d'un concours de succession parmi les familles nobles pour être le prochain dieu martien, et de la façon dont les Habsburg n'ont pas de candidats appropriés pour cela. Un par un, Nello élimine ses adversaires. Il ferme les yeux au milieu de la bataille et se souvient du visage souriant de Val. L'un des adversaires se précipite vers lui pour l'attaquer pendant qu'il a les yeux fermés. Mela rouvre les yeux puis frappe l'adversaire sournois. Mela se rend compte qu'il a besoin du pouvoir et de la position du guerrier divin pour vaincre les étrangers. Son dernier adversaire tombe. Il prévoit de devenir un épéiste et d'être appelé à participer au concours de succession. Une femme aux cheveux roses s'approche de lui et lui demande si son nom est Melo. Il le félicite pour sa capacité à surpasser 10 gladiateurs esclaves dans une bataille. Elle lui demande une faveur avec la promesse qu'elle rétablira son honneur et celui de sa mère. Nella sourit. Une calèche voyage dans les bois. À l'intérieur se trouve Melo et la femme aux cheveux roses qui veut conclure un accord avec lui. Elle a expliqué jusqu'à présent qu'elle appartient à la famille Wilson, qui a également une lignée avec le guerrier divin aux côtés de la famille Evans et de la famille Habsburg. Sa famille n'est bénie qu'avec des filles, ce qui signifie qu'elle est incapable de produire un candidat masculin pour le concours de succession. Elle explique qu'il court le risque d'être démantelé, c'est pourquoi elle souhaite adopter Melo dans leur famille. Elle propose qu'il représente la maison Wilson dans le procès de sélection du successeur du guerrier divin. Le garçon veut préciser que la récompense pour avoir fait cela est qu'elle blanchit son nom et celui de sa mère. La fille précise que ce qu'elle demande, c'est qu'il engage sa vie. Elle explique que l'entraînement de guerrier divin est dangereux avec de nombreux duels mortels entre les candidats. S'il obtient des résultats élevés au cours du processus, il sera également une cible d'assassinat et d'empoisonnement. Melo récapitule que son objectif est de l'adopter dans la famille, afin qu'il puisse être leur candidat masculin pour le procès et s'assurer que la lignée Wilson ne s'éteigne pas. Il demande pourquoi elle lui raconte tous les inconvénients si cela lui donnera plus de raisons de refuser. Elle répond que la devise de la famille Wilson est d'être frugale et pure, et que cela signifie qu'ils feront preuve d'équité et d'honneur quoi qu'il arrive. Elle déclare qu'elle a décidé d'être ouverte avec lui puisqu'elle lui demande de risquer sa vie. Melo est intrigué par son personnage et demande donc son nom. Elle répond que son nom est Olivia et qu'elle est à la tête de la famille Wilson. Mais elle est surpris qu'elle ne le regarde pas de haut malgré son statut d'esclave, et le traite plutôt avec équité et honnêteté. La calèche s'arrête brusquement, dérangeant les deux à l'intérieur. Olivia sort pour voir ce qui s'est passé. Elle voit qu'un énorme ours monstrueux a tué leur force et bloque leur chemin. Elle appelle la créature un grizzly diable. Le roi diable se rend compte que c'est la saison des amours,
et le grizzly a dû descendre à la recherche d'un compagnon. Il voit qu'Olivia se prépare au combat en sortant son sabre. Elle dit aux autres qu'elle s'occupera de la bête. Mélo lui rappelle qu'ils ont la possibilité d'appeler les chevaliers à proximité. Elle répond qu'il n'y a pas le temps pour cela et demande à son accompagnateur d'escorter Mélo vers sa destination. Mélo peut dire que la fille essaie de contenir sa peur du monstre. Elle prend une position d'épée courageuse, mais elle ne peut pas cacher à quel point elle tremble. Mélo lui dit qu'elle n'a aucune chance contre le grizzly diable. Olivia répond qu'il ne devrait pas sous-estimer ses compétences avec son épée. Mélo passe son chemin et se met devant le monstre. Olivia l'avertit que la bête ne ressemble en rien aux épéistes qu'il a rencontrés jusqu'à présent. Elle le tient par le col et lui dit de ne pas agir comme un héros et de risquer sa vie. Il la regarde et pense qu'elle est tellement hypocrite alors qu'elle était sur le point de risquer sa vie il y a un instant. Il sourit et lui dit qu'il aime sa personnalité. Il fait face à l'ours à nouveau pendant qu'il dit à Olivia qu'il prendra en charge son cas. Il se précipite vers la bête et enfonce son épée vers elle. La frappe envoie l'ours voler et sa bouche mousse. L'ours détruit plusieurs arbres alors qu'il est repoussé. Il finit par atterrir hors d'état de nuire. Olivia s'émerveille de sa force. Mélo la regarde et se souvient de Val. Il lui promet qu'il affrontera toujours l'ennemi devant lui de front comme elle. Ils atteignent les murs du château où aura lieu le procès de succession. Olivia dit à Mélo que c'est aussi loin qu'elle aille. Mélo entre dans l'établissement et constate que la zone est aussi vaste et aussi équipée qu'une ville. Partout où il va, il voit de jeunes hommes s'entraîner avec leurs épées, s'affronter ou pratiquer leur magie. Les autres candidats voient Mélo passer et se moquent de lui pour être un esclave et être un candidat pour la famille Wilson. Partout où il va, il se sent malvenu. Cela le rend juste excité qu'il y ait beaucoup d'obstacles à surmonter. Mélo regarde autour de l'installation en essayant de trouver le dortoir. Un jeune homme le voit et attire son attention. Il se présente avec un sourire amical et dit que son nom est Jasper. Il dit à Mélo qu'il a remarqué qu'il était perdu et il propose de l'aider. Mélo l'ignore et continue de le dépasser. Jasper le rattrape pour essayer de continuer ce qu'il essayait de dire. Il avertit Mélo que la carte qui lui a été donnée par la porte est fausse dans le but de le tromper. Il explique que le candidat a corrompu le gardien pour qu'il lui remette. Jasper propose de le guider. Jasper continue d'être amical alors qu'ils marchent ensemble. Il explique que l'installation rassemble des hommes de toutes les branches familiales nobles. Après le procès, ils sélectionneront qui sera le guerrier divin en fonction de leurs compétences d'épéiste et d'autres capacités. Les candidats seront classés en fonction de leurs compétences d'épéiste et d'autres capacités avec des classements de A ou S. Le trône pour le rang de S n'a pas été atteint depuis des années. Jasper emmène Mélo dans un bâtiment. Mélo trouve l'endroit trop sombre pour être le dortoir. Jasper l'avertit que les autres candidats ne l'aiment pas pour son statut d'esclave. Il ouvre une porte pour révéler une pièce remplie d'hommes avec des armes en bois attendant Mélo. Ils ont tous l'air excités d'avoir un morceau du garçon esclave. Jasper dit à Mélo qu'il est le même que les autres qui le détestent. Les hommes entourent le garçon esclave. Jasper leur ordonne de montrer à leurs invités la différence de classe. Mélo récapitule que Jasper a de grandes compétences politiques et utilise sa richesse et son statut pour assurer d'autres familles dans sa faction. Le lieutenant de Jasper donne à son maître une chaise afin qu'il puisse se détendre pendant qu'il regarde les autres battre Mélo. Le lieutenant loue le plan de Jasper d'attaquer Mélo. Il croit que c'est le geste ultime pour semer la peur chez les autres candidats et élargir encore plus leur faction. Pour lui, son maître Jasper est digne d'adoration et d'être le prochain guerrier divin. Mélo demande où il peut obtenir son épée en bois. L'homme se moque de lui et lui dit qu'il n'en aura pas. L'un d'eux met son visage près de Mélo et lui dit que ce sera une raclée à sens unique. Mélo soupire et s'étire pour s'échauffer. Une seconde, il est au milieu de la pièce, et la suivante, il disparaît. Il réapparaît derrière l'un des attaquants et lui frappe le cou avec la main. L'homme est laissé inconscient sur le sol. Un des autres hommes se précipite sur lui, mais Mélo le frappe et l'envoie voler. Il dit aux autres qu'il est juste en train de s'échauffer. Jasper devient alerte et se lève de sa chaise. Il se demande qui est le garçon esclave qui vient de vaincre 2 hommes d'entraînement en un instant. Il n'arrive pas à croire qu'il a submergé 2 puissances avec juste ses mains nues. Mélo défie Jasper de venir dans le combat en demandant quand il lui montrera leur différence de classe. Jasper admet à Mélo qu'il l'a sous-estimé. Il exprime sa surprise que la famille Habsbourg soit une lignée experte en arts martiaux. Mélo demande s'il va le combattre ou non. Jasper dit qu'il ne pense pas qu'il va perdre contre lui. Cependant, il lui dit aussi qu'il le laissera partir pour aujourd'hui et s'en va. Alors qu'il marche, Jasper demande à son lieutenant, Siège, s'il sait pourquoi il s'est retiré du combat. Il admet que c'est parce qu'il en sait trop peu sur lui. Il révèle également qu'il connaît l'histoire du garçon esclave qui est sorti de l'arène des esclaves et a été loué comme un épéiste capable. Pour l'instant, il veut profiter du fait qu'ils soient les seuls à savoir que Mélo était aussi un artiste martial de première classe. Il pense que cela pourrait être crucial lors du prochain procès. Siège loue la vivacité d'esprit de son maître. Jasper sourit en prévoyant de surveiller Mélo à partir de maintenant. Le lendemain matin, Mélo se dirige vers la forêt de Bamou. L'examinateur de la cérémonie d'essai est un vieil homme barbu, et il dit à Mélo que ce qu'il va vivre est un rituel que tous les nouveaux venus doivent traverser. Il ordonne à Mélo de suivre le chemin qu'il indique. Il explique qu'il y a un monument en pierre du premier guerrier divin, et qu'il doit apprendre ce qui est écrit sur le monument pour être reconnu comme un candidat qualifié.
Il se lamente auprès de Mélo que la forêt de bambou est un terrain fertile pour les tigres tonnerres. Mélo reconnaît que les tigres tonnerres sont des monstres classés. Le vieil homme explique que les bêtes attaques en meute et ont été reconnues comme une catastrophe par la plupart des nations. Le vieil homme dit qu'il teste son courage et qu'il ne rencontrera aucune bête s'il prend le bon chemin. Mélo entre nonchalamment dans le chemin. L'examinateur se plaint qu'il soit entré sans marcher et l'avertit de suivre attentivement les panneaux. Alors qu'il observe le jeune homme s'éloigner, le vieil homme se demande s'il est courageux ou imprudent. Mélo continue de marcher sans perturbation. Il s'arrête en voyant un panneau lui indiquant la direction du monument. Un des hommes de Jasper est au sommet d'un arbre de bambou alors qu'il observe. Mélo suit le panneau. Il sourit en voyant le jeune homme suivre son faux panneau. Il dit qu'il fait ça depuis que l'esclave l'a humilié. Il espère que les tigres le mangeront vivant. Après un moment de marche, un tigre tonnerre saute vers Mélo. Le jeune homme sort son épée et coupe la bête en deux. Il entend des grognements autour de lui. Il est approché par d'autres tigres tonnerres. Ils l'entourent de tous les côtés. Mélo les avertit qu'il était autrefois le Mélo, et qu'il n'ignorera le défi d'aucune bête. Le vieil examinateur entre dans le chemin et voit le faux panneau. Il se dit que ce doit être l'œuvre d'un des candidats. Le vieil homme court pour trouver Mélo. Il s'arrête ensuite en voyant un tas de tigres tonnerres morts. Il est choqué de voir tant d'entre eux tués. Mélo apparaît. Le vieil homme se souvient du passé où il était impensable pour les candidats d'affronter une meute de tigres tonnerres. Il est heureux de voir qu'il y en a quelques-uns cette année, dont Mélo, qui peuvent les affronter. Mélo dit au vieil homme qu'il a confirmé l'inscription sur le monument et lui demande quelle est sa prochaine étape. L'examinateur lui demande ce qu'il désire avec le pouvoir. Mélo regarde en haut et répond que son but est d'atteindre les cieux. Olivia est dans le logement des invités du site de test de succession, et elle s'occupe de ses affaires et boit du thé seule. Deux femmes dans le lodge voient Olivia et commèrent sur le fait qu'elle a nommé un enfant de l'esclave de Bassan de Nick comme candidat pour être un guerrier divin. Elles se moquent de son comportement dégoûtant et honteux. Olivia s'approche de leur table et renverse son thé sur l'une d'elles. Olivia leur dit qu'elle ne devrait pas se moquer de Mélo. La femme sur qui elle a renversé le thé se met en colère et lui dit que son esclave finira par échouer. Elle déclare attendre le moment où son esclave échouera, afin qu'Olivia puisse être encore plus humiliée. Elle souffle et s'agite tandis que son ami l'empêche d'attaquer Olivia. Olivia lui dit qu'elle est prête à faire face à tous les défis qui se présentent à elle. La fille aux cheveux roses marche dans les bois de bambou tout en se souvenant de Mélo terrassant sans effort le diable Grizzly. Elle sait qu'il y a beaucoup d'autres candidats qui peuvent faire la même chose, ce qui rend les chances de Mélo de devenir un guerrier divin extrêmement faibles. Malgré ce fait, elle ne peut s'empêcher de penser que Mélo est spécial. Même si elle ne sait pas pourquoi, elle tombe sur une cabane. Soudain, le vieil examinateur est derrière elle. Le vieil homme demande si Olivia a besoin de quelque chose de lui. Cela l'alerte, la rendant prête à sortir son sabre. Elle se sent mal à l'aise de ne pas l'avoir vu venir. Elle peut dire d'un coup d'œil que même si le vieil homme a l'air doux, il est en fait le premier guerrier divin. L'examinateur lui dit qu'elle prend une bonne position de combat, puis passe à complimenter son corps. Olivia se rend compte que le premier guerrier divin est un pervers. Elle lui dit qu'elle est venue s'enquérir du candidat envoyé par la famille Wilson. L'examinateur réalise instantanément de qui elle parle et demande à lui montrer quelque chose. La femme le suit jusqu'à ce qu'elle voit un tas de cadavres de tigres tonnerres. Le vieil homme confirme qu'il s'agit du travail de Mélo et admet qu'il n'a jamais vu personne faire quelque chose comme ça auparavant. Olivia se rend compte que Mélo est à un autre niveau qu'elle ne le pensait. Le vieil homme lui demande de garder secret le travail du garçon. Il dit que c'est parce que Mélo recevra un traitement spécial si tout le monde en entend parler. Le vieil homme incendie les cadavres de tigres et prie pour eux. Il dit ensuite à Olivia que Mélo sera l'atout du test de succession. Olivia enregistre tranquillement cette information. Le vieil homme lui dit ensuite au revoir car il devra procéder à la cérémonie d'essai pour le dernier candidat. Quelqu'un s'approche. Le vieil homme semble intrigué par le fait que cette personne mystérieuse soit venue le voir. Plus tard, des centaines de tous les candidats guerriers divins se rassemblent dans une salle de réunion. Eren, l'un des 10 saints de l'épée, annonce le début de l'examen de sélection. Les candidats parlent d'Eren comme s'il était une sorte de légende pour avoir gravi les échelons grâce à ses compétences malgré l'absence de lignée sanguine spéciale. Un des candidats interrompt le discours d'Eren pour lui dire qu'il devrait s'adresser à eux plus formellement puisqu'ils sont de nobles lignées. Aaron rit car il s'attend à ce qu'un Shikama arrive sur son chemin. Le chant de l'épée inspire et fixe ensuite les candidats avec intensité. La plupart des candidats, y compris le plaignant, sont emportés comme si une force invisible les avait poussés. Jasper déduit que l'esprit de combat brut d'Aaron suffit à faire voler les gens. Le saint de l'épée crie que le statut familial et la lignée ne comptent pas dans ces salles. Il déclare que la force pure est la seule chose qui compte dans l'examen. Aaron est alors choqué de voir qu'un candidat reste debout parmi ceux qui sont près de lui. Mélo est simplement en train d'épousseter son épaule comme si rien d'important ne venait de se passer. Tout le monde se demande pourquoi le garçon esclave n'a pas été emporté. Aaron et Mélo se fixent du regard. Le saint de l'épée se précipite vers le garçon esclave tout en étant prêt à sortir sa grande épée. Le candidat se tend, ne sachant pas ce qui va se passer. Eren sort son épée et frappe Mélo. Il s'arrête à un pouce de frapper son cou. Il demande au garçon esclave pourquoi il n'a pas esquivé. Mélo lui dit qu'il a remarqué tous les signes dans son langage corporel qui disaient qu'il n'avait aucune intention de tuer.
Il dit calmement qu'il ne prend pas la peine d'esquiver les attaques dont il sait qu'elles ne le frapperont pas. Aaron sourit. Il demande au garçon esclave de faire une séance d'entraînement avec lui. Dans ce monde, l'école d'escrime Evans transcende les frontières nationales et est connue dans le monde entier. Les dojos dans la rue ont leur propre style d'enseignement. Des tuteurs privés enseignent aux enfants nobles avec ce style. Les Evans servent même de conseillers militaires à diverses nations. Les disciples des Evans sont au nombre de plus de 1 million. Des guerriers divins aux escrimeurs novices, les Evans ont de l'influence sur tous. Aaron était autrefois un enfant d'origine roturière qui un jour s'est élevé pour être le 3e parmi les saints de l'épée. En d'autres termes, il se situe dans le 2e centile de l'école Evan. À présent, il est sur le point de commencer une séance d'entraînement avec l'un des candidats guerriers divins, Melo. Il commence par améliorer ses capacités physiques. L'activation de la compétence active également une puissante rafale de vent autour d'Aaron. Les spectateurs sont impressionnés par les forces puissantes que le saint de l'épée peut libérer simplement en améliorant ses capacités physiques. Melo se sent soulagé d'affronter un adversaire du calibre d'Eren. Il arbore un sourire espiègle alors qu'il sent son sang bouillir et son cœur battre. Eren peut dire que Melo est excité de l'affronter. Il ne peut pas dire si le garçon est un imbécile ou un génie. Le saint de l'épée prend sa position de combat. Les deux hommes semblent heureux de s'affronter. Melo peut lire que la personnalité d'Eren est audacieuse, brute et inébranlable par la façon dont il court vers lui. Il peut également dire que ses capacités physiques sont à l'extrême et qu'il parle avec sa force. Eren saute alors qu'il se prépare à frapper Melo. Au moment où il est sur le point de frapper la tête de son adversaire avec son épée, une vision lui traverse l'esprit. Il sent la présence du moelleux sous le garçon esclave. Eren ne comprend pas et panique. Il se souvient de son enfance lorsqu'il était un garçon qui s'entraînait avec le premier guerrier divin. Le vieil homme lui a dit que l'art de l'épée pouvait être utilisé pour la défense. Il a demandé au garçon ce qu'il pensait être la défense ultime dans le jeu d'épée. Le garçon y a réfléchi, puis a répondu que c'était d'affûter ses techniques et ses capacités physiques jusqu'à atteindre un niveau où personne ne pouvait leur faire de mal. Le vieil homme lui a dit qu'il parlait de l'aspect offensif. Il a dit au jeune Eren que la défense ultime est quand il voit un adversaire, il peut dire qu'il n'a aucune chance de le vaincre. Il ne devrait jamais être celui qui frappe en premier, il ne devrait se battre que s'il n'a plus le choix. De retour dans le présent, l'épée d'Eren est sur le point de frapper Melo. Une énorme explosion se produit. La poussière se dissipe pour révéler qu'Eren a manqué Melo et que son épée n'a frappé que le sol. Melo lui demande pourquoi il l'a attaqué plus tôt sans intention de le frapper et maintenant il l'a attaqué seulement pour changer la trajectoire au milieu de son swing. Le saint de l'épée ne sait pas pourquoi il a fait cela lui-même. Tout ce à quoi il peut penser, ce sont les mots de son mentor de ne jamais frapper en premier contre un adversaire qu'il sait ne pas pouvoir gagner. Le narrateur dit que l'enseignement du premier guerrier divin est ancré dans son corps depuis longtemps. Le subordonné d'Eren rappelle au saint de l'épée que le temps presse. Eren retire son épée et se retire du duel. Melo est déçu de ne pas s'être amusé. Eren jette un second regard à Melo. Il se souvient avoir vu le démon dans le garçon esclave et essaie de comprendre ce qu'il a vu. Eren guide les candidats vers le lieu du premier examen. C'est une immense salle avec de nombreuses plateformes de combat. Eren informe les candidats que le premier examen sera une bataille royale où 10 participants monteront sur une plateforme. Il énonce les 3 règles de la victoire qui consistent à forcer votre adversaire à se rendre, à le faire sortir du ring ou à le rendre incapable de se battre. Les 5 derniers candidats debout sur la plateforme sont ceux qui ont réussi l'examen. Le subordonné d'Aaron craint qu'il ne soit trop tôt pour éliminer les candidats en fonction de leur force. Son inquiétude est que l'examen est un peu dur pour les candidats avec des âges et une expérience des arts martiaux variés. Aaron justifie qu'ils doivent faire l'expérience d'un tel examen pour survivre à ce qui va suivre. Il déclare également que leurs chances de réussir le test sont de 1 sur 2, ce qui permet d'éviter que les faibles et les forts ne s'affrontent à l'avenir. Le subordonné comprend maintenant qu'Aaron recherche des candidats qui ont la capacité de s'adapter et d'élaborer des stratégies dans des circonstances soudaines. Aaron lui dit également que cet examen sera une chance pour les candidats d'évaluer les forces et les techniques de leurs rivaux. Il est excité de voir ce qui va se passer. Le premier examen commence avec 10 candidats dans le ring, dont Jasper. On commence à se précipiter sur Jasper. Il est intercepté et perd l'équilibre par l'un des hommes de Jasper. Lui et 2 autres dans le ring déclarent qu'ils sont les gardes personnels de Jasper et qu'ils ne laisseront personne toucher leur maître. Jasper ordonne aux 3 d'éliminer les autres, et ils suivent loyalement son ordre. Jasper prend son temps pour observer les autres plateformes pendant que ces hommes s'occupent du combat. Il sent quelqu'un de puissant et observe la plateforme avec un candidat aux longs cheveux blancs. Il sent à quel point son esprit combatif est puissant. L'un des candidats se précipite sur celui aux cheveux blancs. En utilisant son esprit combatif brut, celui aux cheveux blancs envoie tous les hommes sur sa plateforme à part lui-même voler. Jasper s'émerveille alors qu'il envoie tout le monde hors d'une plateforme. Celui aux cheveux blancs demande à l'arbitre s'il est acceptable d'éliminer tout le monde d'un coup. Jasper le reconnaît comme Max de la famille Evans et le petit-fils du premier guerrier divin. Jasper pense qu'il pourrait déjà être au niveau d'un saint de l'épée. Jasper concentre son attention sur la plateforme où se trouve Melo. Tous les adversaires de Melo sont d'accord pour dire qu'ils élimineront d'abord le garçon esclave. Ils chargent tous sur lui à la fois. Melo esquive chacun de leurs mouvements comme s'il était de l'eau qui coule. Les candidats sont frustrés de ne pas pouvoir le frapper.
Melo est déçu de ne pas transpirer alors que son objectif est de retrouver sa pleine puissance grâce à ses adversaires. Eren observe son intention. Il est intrigué par les mouvements du garçon et admet en lui-même qu'il n'a jamais vu de telle technique dans l'école Evans. Il peut également dire que le garçon se retient encore. Il se demande si sa force dépasse même la sienne. Il se reprend car il pense qu'il pourrait trop réfléchir. Aaron observe ensuite que Max et Jasper sont également exceptionnels. Le subordonné demande à Aaron pourquoi il a l'air si heureux. Il répond qu'il sera amusant de mettre ses candidats en forme. Il pense que certains des candidats pourraient même être des prodiges assez forts pour surpasser le guerrier divin actuel. Aaron est excité de les perfectionner. Il promet de leur montrer l'enfer à tous. Les candidats dînent tous à la salle à manger. Jasper est occupé à planifier son prochain mouvement en fonction de ce qu'il a observé lors du premier examen. Pour lui, Max est le meilleur candidat pour être le prochain guerrier divin. L'autre est Melo. Il croit qu'il y a un autre candidat prometteur. Exactement au moment où il pense cela, Jasper entend quelqu'un crier sur Melo. L'homme qui crie s'approche de Melo pendant qu'il mange seul et lui demande sarcastiquement s'il veut qu'il lui tienne compagnie. Melo ne lui dit rien. Jasper observe qu'il est Arthur de la famille Sterling et que ses compétences sont de premier ordre. Il pense que sa chute et son attitude terrible. Arthur dit à Melo d'abandonner l'examen de sélection. Melo répond qu'il ne comprend pas ce qu'il essaie de dire. Arthur dit qu'il perturbe l'ordre de la salle martiale. Il justifie que le statut familial et la lignée sont tout, et que quelqu'un comme lui ne devrait jamais réussir l'examen. Melo continue de manger comme s'il n'avait rien entendu. Arthur crache sur son assiette. Melo prend simplement une autre assiette et continue de manger. Il dit à Arthur qu'il ne comprend pas un seul mot de ce qu'il dit et qu'il doit simplement accepter qu'ils ne seront jamais d'accord. Arthur lui dit qu'en tant que Sterling, il n'aura aucune chance contre lui aux examens. Melo répond qu'il s'en fiche. Arthur frappe la table à manger et la brise en morceaux. Il menace Melo de violence. Melo répond avec désinvolture qu'il jouera le jeu si c'est ce qu'il veut. Jasper intervient et leur rappelle que les combats privés ne sont pas autorisés. Il suggère qu'ils règlent leurs différends sous le couvert d'un entraînement simulé. Il propose de le superviser lui-même. Melo et Arthur se font face sur l'une des plateformes du premier examen, Jasper les observant en tant qu'arbitre. Jasper voit cela comme une occasion en or de voir ce dont les deux hommes sont capables. Il considère Arthur comme quelqu'un qui rivalise avec les 10 saints de l'épée, tandis qu'il considère Melo comme quelqu'un qui rivalise avec un maître. Il veut que Max et Arthur rejoignent sa faction, mais il pense qu'ils sont trop distants ou trop fiers pour le faire. Il jette son dévolu sur Melo pour qu'il rejoigne sa faction à la place. Il prévoit de prendre en otage la parente de sa mère pour ce faire. S'il refuse toujours après cela, il prévoit de l'éliminer une fois pour toutes. Arthur dit à Melo qu'il vient de commettre l'erreur d'accepter un test simulé, car c'est sa façon habituelle de faire souffrir les gens. Il active un sort qui fait flotter des ordes blanches autour de lui comme de la neige. Arthur explique que cette technique lui permet de prédire chaque mouvement de son adversaire dès qu'il franchit les 5 mètres qui le séparent de lui. Jasper connaît bien sa technique et admet en lui-même que même lui aurait du mal à combattre Arthur s'il expérimentait cette technique pour la première fois. Il se demande comment Melo va contrer cela. Melo demande s'il peut commencer. Arthur répond qu'il le peut, alors Melo se déplace si vite qu'il disparaît en un clin d'œil. Il réapparaît derrière Arthur. Le grand homme s'en rend compte, mais Melo lui assène un coup de main au cou avant qu'il ne puisse réagir. Melo dit que les prédictions ne valent rien s'il ne peut pas réagir à ses mouvements. Arthur tombe inconscient sur le sol. Jasper frissonne et est en sueur froide. Il crie intérieurement que ce que Melo vient de faire est impossible. Il y a un conte de Jasper, le garçon malchanceux. Il y a 5 générations, le deuxième de l'examen de sélection des guerriers divins a été placé à la tête de la famille Blackwood. Il est devenu un ancien pour les 3 grandes familles Evans. Cependant, ses réalisations lui semblent incomplètes car aucun Blackwood n'a produit de guerrier divin. Il a vieilli et a pris sa retraite sans avoir réalisé son rêve d'un guerrier divin Blackwood. Un jour, le guerrier divin de cette génération a rendu visite à la famille Blackwood pour s'entraîner. Le guerrier divin était si puissant. Les meilleurs disciples de Blackwood lui semblaient être des enfants. Ce jour-là, le vieux chef a souri en élaborant une idée. Il a rendu visite à sa fille pendant qu'elle endormait son petit enfant. Le vieil homme lui a pris la main et l'a entraîné avec lui. Il avait l'air fou en décrétant qu'elle enterrerait l'enfant du guerrier divin. Il prévoit de réaliser ses rêves même si cela ne se produit pas de son vivant. Sa fille avait l'air impuissante alors qu'elle était traînée. Les gens de l'époque ont remis en question la santé mentale du vieil homme. Les Blackwood sont devenus connus comme une famille qui pratiquait la recherche de lignées fortes. La sœur de Jasper a suivi cette tradition en étant offerte comme concubine à un membre de la famille Evans, bien que l'homme ait 30 ans de plus que l'enfant. Jasper était impuissant en voyant sa sœur emmenée. La sœur l'a regardé en larmes en partant. Jasper a essayé de la rejoindre, mais les adultes ne l'ont pas laissé faire. Depuis ce jour, il a réfléchi profondément à ce qu'il devait faire pour briser le cycle qui avait piégé sa sœur. Il a décidé qu'il devait devenir le chef de la famille Blackwood, et aussi devenir un ancien des 3 grandes familles Evans. Depuis lors, il s'est entraîné dur à l'escrime et a utilisé tous les tours de manipulation du livre pour grimper au sommet de la salle des 100 arts martiaux et devenir le guerrier divin. De retour dans le présent, Jasper voit le corps inconscient d'Arthur sur le sol. Il est trop dépassé pour comprendre ce qui vient de se passer.
Il se souvient de Mélo disparaissant pour réapparaître derrière Arthur et le terrasser d'un seul coup. Il a renoncé à essayer de comprendre car il s'est concentré sur la réalisation que Mélo est la clé pour qu'il atteigne le sommet comme il en rêvait. Il se met à genoux devant Mélo et s'incline en sa présence avec une dévotion totale. Mélo demande ce qu'il fait. Jasper répond qu'il s'offre humblement à lui et demande à le servir. Mélo le regarde, incapable de réagir. Jasper choisit la soumission complète à Mélo. Plus tard dans la nuit, Arthur est dans un bar en train de taper sur une table et de se plaindre que Mélo s'est moqué de lui. Un de ses disciples l'informe qu'il y a des rumeurs selon lesquelles Jasper est devenu le disciple de Mélo. Arthur est choqué d'apprendre la nouvelle. Le disciple continue en disant que bien que Mélo semble réticent, Jasper essaie toujours agressivement d'être son subordonné. Le sang d'Arthur bout en entendant cela. Il donne un coup de pied à son siège en accusant Mélo et Jasper de lui avoir tendu un piège. Il croit que la seule façon d'être mis KO d'un seul coup est qu'ils aient triché. Il imagine qu'ils ont empoisonné sa nourriture et ont traîné l'argument à un entraînement simulé exprès. Il ordonne à ses hommes de lui dire de quelle famille il est issu. La douzaine de personnes crient qu'il vient de la famille Sterling. Il leur ordonne ensuite de lui dire qui il est. Ils répondent qu'il est l'homme qui deviendra le plus fort guerrier divin. Arthur apprécie leurs éloges. Il crie qu'ils ont raison alors que l'homme applaudit. Il promet de se venger de Mélo. Les instructeurs de l'examen de sélection sont en pleine réunion. Aaron annonce qu'ils feront l'entraînement sacré des 5 anneaux des 2 mains. Il s'agit d'une méthode d'entraînement controversée où les candidats s'isolent pendant 3 mois dans la montagne sainte où vivent des dragons. Les autres instructeurs s'y opposent car il est certain que 80% des candidats abandonneront. Aaron dit que le taux d'abandon ne le concerne pas. Il justifie que cela est nécessaire pour créer le guerrier divin le plus fort de l'histoire. Il croit que ce groupe a ce qu'il faut pour créer ce champion. Il leur dit également qu'il prendra la responsabilité de les entraîner pendant 1 mois, afin qu'ils puissent se défendre sur la montagne sainte. Il annonce qu'ils procéderont à la sélection de l'aura de combat sacré, et que ceux qui réussiront passeront à l'entraînement sacré des 5 anneaux, tandis que ceux qui ont besoin d'un entraînement supplémentaire le suivront sous sa direction. Le lendemain, les candidats sont réunis dans une arène. L'aura de combat sacré est une technique secrète conçue pour combattre les monstres. On dit qu'apprendre cette technique équivaut à apprendre l'essence même des arts martiaux. Max est appelé par un instructeur pour prendre le centre du ring. Là, il active son aura de combat brut. Elle est si puissante que les autres candidats comparent sa présence à celle d'un tigre féroce. Eren est impressionné par lui, d'autant plus qu'il peut dire que Max n'utilise même pas toute sa puissance. Un instructeur crie ensuite sur Mélo parce qu'il est incapable d'utiliser l'aura de combat sacré. Mélo lui dit qu'il n'a jamais pensé à l'apprendre. Il a l'air si suffisant à ce sujet que cela déroute l'instructeur. L'instructeur demande comment il a réussi son premier examen sans cela. Mélo veut dire qu'il a utilisé l'aura de démon, mais il répond qu'il a utilisé les arts martiaux à la place. Les autres candidats se moquent de lui parce qu'il est si faible. Jasper pense secrètement que les candidats sont des imbéciles de ne pas voir le potentiel de son seigneur. Il remarque qu'Eren et quelques autres ont remarqué la vérité. Cela pompe le sang du sein de l'épée de voir une personne si forte sans connaître l'aura de combat. Mélo a demandé à aller de toute façon à la montagne sainte. Eren lui touche l'épaule et lui dit qu'il doit rester 1 mois de plus pour un entraînement de rattrapage. Mélo a l'impression de se déshonorer en devant rester. Eren emmène ceux qui ne peuvent pas utiliser l'aura sacrée dans la salle d'entraînement. Il leur enseigne tout sur la technique et comment elle aiguisera tout leur sens à l'extrême jusqu'à ce qu'ils atteignent le 6e sens. D'ici là, ils seront capables de prédire les attaques à partir des mouvements subtils de leur adversaire avec une précision de vision proche du futur. Aaron leur dit qu'ils vont d'abord apprendre à esquiver les pierres et les épées en bois, puis plus tard à esquiver plusieurs flèches les yeux bandés. Il dit que ce n'est que lorsqu'ils pourront faire ce qu'ils demandent qu'ils seront autorisés à entrer dans la montagne sainte. Mélo a demandé à passer le test d'esquive de flèches tout de suite. Les autres candidats pensent qu'il est prétentieux. Aaron sourit en pensant qu'il peut effectivement le faire. Il accepte. Mélo met un bandeau sur les yeux. Plusieurs hommes avec des arbalètes l'entourent de tous les côtés. Ils tirent tous leurs flèches en même temps. Les flèches approchent, mais le garçon est immobile. Il attrape chaque flèche avec les 2 mains en un instant. Eren et les autres s'émerveillent de la façon dont il a même attrapé toutes les flèches. Mélo dit à Eren qu'il perd son temps en laissant tomber les flèches. Un candidat est dans la montagne sainte, courant pour sauver sa vie avec des blessures sur tout le corps. Il rencontre une bête serpentine géante connue sous le nom de basilic. Il fixe ses yeux effrayants. Il le transforme en statue de pierre. La bête fait tomber la statue, brisant la tête du corps. Pendant ce temps, ailleurs, Jasper a les yeux fermés alors qu'il fait face à un basilic tout seul. La bête essaie de l'attaquer, mais ses sens alertes lui permettent de l'esquiver. Il tranche l'un de ses membres. Il sort une aiguille épaisse et longue, la lance sur le dos du monstre avec une puissance suffisante pour que l'objet ressorte de l'autre côté. Il lui coupe ensuite la tête. Il commente qu'il n'a plus à se soucier de la nourriture. Il pense à la façon dont son seigneur Mélo a été laissé derrière. Il se demande ce qu'il fait en ce moment. Ailleurs dans la montagne, Mélo a mis plusieurs cadavres de basilic en brochette sur des piquets en bois géants. Il commente qu'ils lui fourniront de la nourriture pendant 3 mois. Il se dirige vers une cabane. À l'intérieur, il y a des étagères pleines de livres. Il sourit à l'idée de commencer ses études. Il ouvre le premier livre.
Il voit que les bases de l'aura de combat sacré sont les mêmes que l'aura de combat démoniaque. Mélo et les autres candidats ont reçu des livres pendant leurs 3 mois dans la montagne sainte pour qu'ils apprennent l'aura de combat sacré. Le but est qu'ils apprennent le prologue du manuel sacré de la famille Evans. Mélo trouve amusant qu'il ait fini par l'apprendre. Il pense à Val et à la façon dont son aura de combat est gracieuse. Il essaie de trouver les bons mots pour la décrire jusqu'à ce qu'il finisse par dire que son aura est magnifique. Il trouve la motivation de maîtriser les techniques, afin que Val ne le méprise pas. Il se souvient de l'armée d'étrangers à laquelle il a été confronté dans le futur. Il est déterminé à être aussi fort que jamais. Il passe son temps à lire. Il le passe à essayer de collecter une aura sacrée sur sa paume. Parfois, il mange. Parfois, il médite tout en faisant ressortir son aura. Alors qu'il améliore son aura, il maîtrise également l'absorption de l'aura de basilic en lui. Il peut sentir la sensation de devenir plus fort. Il trouve la sensation exaltante. Un mois plus tard, Eren approche de sa cabane. Il appelle Mélo à répondre à la porte. Il l'ouvre lui-même et voit le garçon dormir sur une pile de livres. Il grimace à la façon dont il a l'air pendant qu'il dort. Mélo se réveille et se lève. Il dit à Aaron qu'il a lu tous les livres et qu'il les a tous mis en pratique. Le saint de l'épée pense qu'il plaisante. Mélo répond qu'il a déjà maîtrisé une technique avec des bases similaires, il a donc appris vite. Il parle de la façon dont il a déjà appris des meilleurs dans son passé. Il active son aura. La lumière bleue submerge tellement Eren qu'il se demande si le gars est même humain. Il décrit son aura comme magnifique. Mélo désactive son aura et dit à Aaron qu'il a un problème avec le livre sur l'aura des Evans. Il explique que les instructions du livre sont inefficaces. Aaron grogne contre lui par confusion. Dans la cabane isolée où Mélo a été laissé, un cri d'indignation incrédule retentit. Aaron dit au jeune homme arrogant de s'expliquer. Le manuel a été écrit par leur fondateur, et il devrait contenir la meilleure méthode d'apprentissage de l'aura sacrée. Sur la base de l'auteur seul, il était tout simplement impossible qu'il y ait un problème. Selon les archives, il est écrit que le fondateur, étant donné le guerrier redoutable qu'il était, pouvait couper un ennemi en 2 à 50 mètres de distance avec son aura. Cependant, pas une seule personne dans la famille Evans n'est actuellement capable de réaliser cet exploit. Aaron dit que cette histoire n'est qu'une légende, et même lui peut gérer quelques mètres au mieux. Avec un regard confiant et déterminé, Mélo dit que la preuve vaut mieux que la théorie. La paire se dirige vers l'extérieur, où l'aura du jeune homme éclate élégamment, tourbillonnant autour de son corps. En la voyant à nouveau, le saint de l'épée ne peut qu'être émerveillé par ce qu'il a accompli. Les gens qui ne connaissent pas mieux trouveraient incroyable qu'il n'ait pas pu utiliser l'aura de combat jusqu'à récemment. Mélo demande si le fondateur a intentionnellement caché la vérité ou si elle a été perdue à un moment donné. À ce stade, personne ne sait ce qui s'est réellement passé, mais il est tout à fait capable de démontrer ce qui se trouve au-delà de la méthode inefficace écrite dans le manuel. Le pouvoir enveloppe son corps, et bien que ce soit impressionnant, Aaron ne voit rien de différent, du moins au début. Assez tôt, il remarque quelque chose qui se passe avec l'épée du jeune homme, et ce n'est pas seulement l'aura sacrée. Avec une concentration mortelle, Mélo serra fermement son épée et la balança, envoyant une entaille déchirante qui hurla sur le sol. L'attaque frappe un arbre au loin et coupe proprement le tronc en deux. Devant eux se trouvait la trace de sa frappe à longue portée. En évaluant la mesure à l'œil, il dit qu'elle devrait être d'environ 50 mètres au moins. Le saint de l'épée était stupéfait et étonné, ayant juste été témoin d'un garçon au hasard reproduire une attaque légendaire. Il dit que c'est impossible et se demande comment il a réussi à le faire. Heureusement, l'astuce elle-même est étonnamment simple. Mélo rassemble de la magie dans ses paumes et la fait courir le long de son épée en bois. Enfin, Eren réalise la réponse à la question de longue date. Ce qu'il vient d'utiliser n'est rien de plus que de la magie du vent. Mélo sourit en comprenant la bonne idée. Les 7 attributs forment la base d'une épée magique. Et en utilisant l'aura sacrée comme base, ils peuvent infuser ces attributs magiques. Avec cette méthode, même une épée en bois peut se transformer en une arme magique polyvalente et puissante. Telle est la véritable méthode d'utilisation de l'aura, qui a été développée par le fondateur des guerriers divins. Eren étudie le guerrier prodigieux et pense à ce qui pourrait arriver. Reconnaissant à la fois son esprit et son potentiel, un certain homme me vient à l'esprit. Il conseille donc à Mélo de cacher cette compétence au moins pendant toute la durée de l'examen de sélection. Si les gens découvrent qu'il peut utiliser ce pouvoir, il sera entraîné dans suffisamment d'entretiens pour perturber sa concentration sur le test. On pourrait en tirer la gloire et la fortune, mais de telles choses n'intéressent pas le jeune homme qui considère simplement la situation comme problématique. Il a une idée et dit au sein de l'épée de répandre la méthode dans le monde entier. La requête absurde est si surprenante qu'il ne parvient pas à réagir pendant un certain temps. En réalisant enfin ce qu'on lui demandait, Aaron cria sous le choc et l'incrédulité. Un esclave inconnu avait tout à gagner après avoir découvert la méthode, mais maintenant il la donne avec tant de désinvolture. Cependant, Mélo ne s'en soucie pas du tout, ajoutant que le saint de l'épée comprendrait la logique de la technique. Il ne pourra pas la maîtriser du jour au lendemain, mais cela devrait être réalisable un jour. La compétence elle-même a été découverte par Val, et personne de cette époque ne sait comment l'utiliser. S'il diffuse les connaissances, une compétence humaine en matière d'aura montera en flèche, augmentant ainsi leurs chances contre les étrangers. Aaron comprend ce qu'on lui demande et apprécie l'offre,
mais la situation le pousse maintenant à se demander qui était vraiment le professeur entre eux. 2 mois plus tard, le dernier jour de la formation sacrée des 5 anneaux est arrivé, et tous les étudiants étaient réunis. Environ 70 personnes restent après que 30% de la classe a abandonné. Un groupe de personnes se retrouve, et certains des plus forts remarquent Mélo, dont il s'attendait à ce qu'il atteigne ce stade. Arthur le maudit, se souvenant encore vivement de l'humiliation qu'il a subie lors de leur rencontre il y a 3 mois. C'est Laquais lui demande s'il devrait s'en prendre au jeune homme à plusieurs. Cependant, il leur dit d'oublier ça car il a quelque chose de plus intéressant à montrer. Avec un sourire sournois, il dit qu'il va leur montrer le côté obscur. L'aura sacrée de Mélo éclate, tourbillonnant et s'amassant comme une tornade de puissance pure. Les spectateurs sont choqués, ayant entendu dire qu'il ne savait pas comment l'utiliser il y a quelques mois à peine. De plus, il est quelqu'un d'origine modeste. Le déluge d'aura tourbillonnant se dissipe lorsque l'instructeur met fin au test. Alors que le prochain candidat est appelé, Arthur fronce les sourcils, incrédule et sceptique face à l'esprit combatif écrasant. Les gens marmonnent et bavardent alors que même les imbéciles ont commencé à remarquer. Cela dit, leur compréhension du jeune homme était bien trop superficielle par rapport à la vérité. Ce n'est pas seulement la quantité d'aura sacrée qui a démontré son niveau, mais aussi le flux d'énergie raffiné et solennel, qui était maintenant encore plus aiguisé qu'il ne l'était il y a peine 2 mois. Aaron regarda les étudiants qui l'intéressaient particulièrement. Si la carte Joker est à ce niveau, alors il devrait être prêt à passer à l'étape suivante. Après avoir vérifié l'énergie sacrée de chacun, il laisse tout le monde réussir l'examen. Cependant, il n'y a pas de temps pour se reposer, surtout pour un guerrier divin qui est censé inspirer le respect et la confiance. Les liens qu'il tisse à la salle d'entraînement deviendront des atouts à vie en tant que guerrier divin. Avec cela, il passe au niveau suivant du processus de sélection. Ils doivent former une faction d'au moins 5 personnes et sont autorisés à créer une nouvelle équipe en tant que leader ou à rejoindre un groupe existant. La date limite étant fixée, on dit à chacun de faire de son mieux. Beaucoup d'entre eux ont commencé à paniquer face à l'ordre soudain car rassembler 5 personnes ou plus n'était pas une tâche facile. Cela devrait être facile pour l'ancien roi démon qui commandait des dizaines de milliers de subordonnés. Tout d'abord, il prévoit de les dominer par la peur, puis de les forcer à obéir avec un peu de violence. Heureusement, personne n'a à s'inquiéter de cela car Jasper a crié, le félicitant d'avoir réussi le prochain test. Cela déroute Milo, mais le concurrent intelligent dit qu'il a été son subordonné tout ce temps, bien qu'il ne l'ait pas officiellement reconnu. Quoi qu'il en soit, s'il mobilise les personnes sous ses ordres, ils peuvent en rassembler plus de 20 sans aucun souci. Puisque trouver des gens à partir de 0 semble ennuyeux, il dit à son camarade de faire comme il le souhaite. Jasper s'accroche à son patron, qui vient d'officialiser leur relation. Arthur regarda en arrière avec un sourire sombre, leur disant silencieusement de profiter de leur moment d'excitation. Cette nuit-là, les couloirs et les chambres du dortoir étaient silencieux. Mélo dormait profondément comme d'habitude, ronflant même et bavant de confort. Une silhouette sombre observait. Un assassin était collé au mur, le trouvant stupide d'avoir la confiance nécessaire pour s'assoupir dans une telle situation. Il prit sa lame et se prépara à achever le jeune homme sur le champ. Plongeant avec l'épée, il la planta profondément dans le lit, visant directement le cœur de sa cible pour assurer une mort douloureuse mais certaine. Il pensait que ce serait fini en une seconde, mais le corps sur le matelas avait soudainement disparu. Une voix glaçante parla, disant qu'il avait choisi la mauvaise personne à assassiner. Son corps bougea par instinct, mais se figea rapidement lorsqu'une présence sinistre l'avertit, lui mettant un couteau sous la gorge. Mélo savait bien qu'il avait envoyé, et avec des yeux impitoyables, il ordonna à l'homme de l'amener à Arthur. Dans la forêt, loin des dortoirs, des chocs tintaient alors qu'Arthur et ses laquais célébraient, certains que son ennuyeux concurrent avait été éliminé. Aucun d'eux ne s'attendait à ce que le commerce secret de la famille Sterling ne soit autre que l'assassinat. Il se tourne moqueusement vers Jasper, qui était ligoté et battu, le traitant de caniche inutile, à peine capable de respirer. Le jeune homme murmure inaudiblement. Quelqu'un s'inquiète soudainement et dit qu'il pourrait en fait être dangereux de tuer d'autres participants à la salle d'entraînement. Arthur n'y prête aucune attention, expliquant qu'il est courant que les factions se battent à mort pour le pouvoir. Ils altéreront simplement les corps de leurs victimes et se disculperont de tout lien avec leur mort. Finalement, Jasper parlait les traite d'imbéciles. Avec des yeux résolus, il dit que son maître ne tomberait jamais face à la racaille de leur niveau. Ces mots surprennent Arthur, qui ne s'attendait pas à ce que l'homme connu pour être froid trouve quelqu'un en qui il a confiance. Il parle ensuite de l'histoire de la famille de l'otage et de la façon dont sa sœur aînée a été vendue comme concubine enfant. Pour briser la tradition tordue, il est entré dans la sélection de guerriers divins, mais il était toujours doux au fond de lui. Il attrape le jeune homme par les cheveux, lui rappelant que les familles d'arts martiaux travaillent toutes à renforcer leur lignée. Si c'était lui, il serait également heureux de vendre sa fille ou sa femme à un vieil homme sale. Juste à ce moment-là, ils entendent un grand bruit sourd derrière eux et trouvent l'assassin engagé au sol, ligoté et battu. Mélo s'approcha d'eux, appelant Arthur et disant que les gens comme lui sont ce que les autres appellent de la racaille. Les veines sur la tête de l'homme sale sont sur le point d'éclater de colère. Pendant ce temps, le maître se tourne vers son subordonné. Il a entendu son histoire plus tôt,
y compris les choses qu'il a faites pour sauver sa famille. Il pensait que Jasper n'agissait que par intérêt personnel, mais il est heureux de constater qu'il a aussi des convictions après tout. Melo réconforte le jeune homme, lui disant de ne pas s'inquiéter. Les autres ont titubé de peur alors que Melo promettait de ne montrer aucune pitié à ceux qui montrent leur croc à sa famille. Sentant l'hostilité, Arthur agit rapidement et avertit l'ennemi de ne pas faire un pas de plus. Il met son couteau sur le visage de Jasper, menaçant de le couper s'il désobéit aux ordres. D'après la quantité et la qualité de l'aura sacrée uniquement, il admet à contre-cœur que Melo est meilleur, mais seulement s'ils se sont battus de front. Il lance donc au prodige une bouteille remplie de liquide. L'attrapant et y jetant un coup d'œil, il voit que c'est un perturbateur de circuit d'aura. C'est une drogue qui arrête de force le raffinement de l'aura, et il doit la boire. S'il veut que Jasper vive sans blessure, sans même prendre un instant pour y penser, Melo accepte le marché et avale toute la bouteille sans hésitation. Montrant qu'elle est complètement vide, Arthur sourit avec délice et triomphe. Il glousse surpris que l'ennemi l'ait réellement bu si volontiers. Confiant maintenant que ses pouvoirs sont supprimés, il donne un coup de pied à Jasper en disant qu'il n'est plus utile. Maintenant, le jeune homme devant lui n'était plus qu'une marionnette qui ne pouvait même pas utiliser son aura sacrée. Melo s'enquiert et réconforte son ami, qui s'excuse à plusieurs reprises de l'avoir laissé tomber. Cela dit, il est stupide de lâcher un otage si facilement, et il serait bon pour Arthur de mener à bien ses méthodes sales. Même en tant qu'assassin qui prospère sur Coerdy, il est au plus bas. Sans amélioration physique, il est certain que le petit garçon n'est qu'un simple bébé pour lui. Ayant l'intention de prendre son temps pour le briser jusqu'au lever du soleil, il déclenche un coup de poing, qui frappe la cible en plein visage. Il voulait commencer par casser le nez, mais il a constaté que la main avec laquelle il avait frappé était complètement cassée. La réalisation prend un certain temps à se produire, mais il grimace et s'agenouille de douleur, ne comprenant pas comment ses doigts ont fini par être défigurés. Il maudit Milo, exigeant de savoir ce qu'il vient de faire. C'était une protection en diamant, une barrière magique qui recouvre le corps d'une dureté aussi résistante que des diamants. Il transpire en entendant le nom d'une compétence avancée, qu'il n'a pas le droit de connaître. Empruntant ces mots de plus tôt, le jeune homme dit que sa profession secrète se trouve être la magie. Avec ça, la peur a commencé à s'installer. Melo a disparu de leur vue et est réapparu derrière Arthur en un clin d'œil. Ne leur laissant même pas une chance de réagir, il lui donne un coup de pied dans le dos, le rendant presque inconscient. Le laquais stupide mais courageux essaie de se battre, mais il est essentiellement balayé sans effort, entourant ses ennemis d'images rémanentes créées par la vitesse. Il corrige leur idée fausse selon laquelle l'amélioration physique est exclusive à l'aura sacrée. Il ne pourrait pas se tromper davantage, et il est là pour le prouver de première main. À ce moment-là, Arthur a été soumis à un barrage de frappes incessantes, et tout ce qu'il pouvait faire était de laisser son corps bouger à chaque coup, incapable même de suivre les mouvements de l'ennemi. Son esprit est la seule chose qui fonctionne, alors il se demande ce que le garçon voulait dire. Quand il a affirmé être un magicien, le tenant par le col, Melo arrête l'attaque et se souvient qu'ils étaient censés rester ensemble jusqu'au lever du soleil. Arthur feint la défaite et recule, levant les bras en signe de reddition. Il baisse la tête au sol, admettant qu'il avait tort et promettant de s'excuser auprès de Jasper en échange de sa clémence. Puisqu'il se prosterne si docilement, le vainqueur décide de faire preuve d'une certaine clémence. Cependant, l'homme le traite silencieusement d'idiot au cœur tendre qui s'est retenu même avec ses coups de grâce. Contrairement à ses attentes, son bras est soudainement saisi fermement et tiré vers son dos. Avec un sourire dément, Melo dit qu'il infligera une punition sans excuse de mort. Il abattit sa main sur le bras, et un cri perçant retentit dans toute la forêt en même temps qu'un craquement sonore. Avec son visage et ses doigts brisés, Arthur a crié de douleur alors que son bras suivait bientôt, maintenant divisé en deux. Pendant ce temps, Melo a fait signe à Jasper de se lever en disant qu'il était temps de partir. Pendant qu'il partait, le sale concurrent est soudainement devenu silencieux. Il sourit, les traitant d'idiots pour ne pas avoir porté le coup final à un assassin. S'adressant à son subalterne, il dit qu'ils vont commencer quelque chose de nouveau le lendemain. Il regarda ses cibles s'éloigner et pensa au poison, à la mort accidentelle, au snipping et même à une explosion. Il y a tellement de façons pour lui de les tuer, alors il ferait mieux de garder les yeux ouverts même lorsqu'ils dorment. Ils ne sont pas aussi inconscients qu'ils le pensent, car Jasper demande s'il est normal de partir comme ça, ajoutant qu'Arthur n'a probablement pas encore tiré sa leçon. Honnêtement, il ne sert à rien de s'occuper de lui à moitié, mais ils échoueront au test s'ils tuent un autre candidat au test. Melo dit à son subordonné de regarder, et qu'il l'a déjà dans sa paume. Le lendemain, l'heure du déjeuner est arrivée et Arthur a été choqué d'apprendre que son principal subordonné avait disparu. Il était censé faire quelque chose d'important pour leur assassinat, mais d'autres ont appris de l'instructeur qu'il avait été refusé au test et avait quitté la salle d'entraînement. Le patron était incrédule, n'ayant encore rien entendu à ce sujet. Il regarde autour de lui et voit un autre subordonné manquant. D'autres l'ont vu ce matin, l'air pâle et disant qu'il se reposerait dans sa chambre aujourd'hui. Arthur est furieux qu'il sèche sans le lui faire savoir et leur rappelle qui est le chef. Se tournant vers la personne la plus proche, il laisse la prochaine mission entre ses mains et s'adresse au reste des personnes présentes, voulant qu'une autre réunion ait lieu ce soir. Le lendemain est arrivé,
et ses yeux se sont écarquillés sous le choc absolu. Il pensait que personne n'allait manquer la discussion, mais pas une seule âme n'était à la cantine avec lui. Tremblant, il se demande pourquoi ils étaient tous absents. Juste à ce moment-là, un grand coup est venu à la porte. Elle s'est ouverte et Aaron est entré en l'appelant à l'attendre. Arthur demande pourquoi il était là à cette heure-là. Ayant quelque chose à dire, l'instructeur va droit au but et dit que les 14 personnes de son entourage ont toutes été interdites de passer l'examen de sélection. Ne se souciant pas de sa réaction horrifiée, le jeune homme continue en disant qu'il a encore besoin de former un groupe de 5 personnes s'il veut participer à la prochaine étape. Aaron part avec indifférence, disant qu'il lui reste 5 jours pour rassembler des gens. L'homme autrefois arrogant a été laissé là, tout seul en un instant. La pluie est tombée cette nuit-là, et Arthur était emmitouflé dans sa chambre, tremblant de peur. L'anxiété s'était installée, certain que la raison de son malheur n'était autre que son ancienne cible. Il se creuse désespérément les méninges pour trouver un moyen de rassembler suffisamment de personnes en si peu de temps. Juste à ce moment-là, d'énormes et profonds yeux sont apparus. Mélo était à côté de lui, l'air sans vie et fixant son âme comme un esprit obsédant. Il cria de choc et courut hors de la chambre du dortoir. Se précipitant dans les couloirs, il se demanda comment le jeune homme était entré dans sa chambre alors qu'il était sûr de l'avoir fermée à clé. Tout en contournant un coin, la même silhouette creuse est apparue, ne regardant même pas dans sa direction. Arthur a trébuché en arrière et est tombé sur son derrière. Il l'a pathétiquement supplié de ne pas s'approcher et a finalement couru pour sauver sa vie. Tout le bâtiment semblait vide et silencieux, à l'exception de la respiration lourde dans une cabine de toilette solitaire. Il a essayé désespérément de se calmer, au moins pendant un court instant. Juste à ce moment-là, il entend la porte s'ouvrir en grinçant. Faisant de son mieux pour rester silencieux et caché, il a arrêté tout mouvement. Malheureusement, une ombre a rampé de devant sa cabine. Sans moyen de s'échapper, il se maudit d'avoir peur alors qu'il fait partie de la fière famille Sterling. Bien qu'incapable d'arrêter ses tremblements, il reprend sa détermination et ouvre la porte d'un coup de pied, soi-disant prêt pour un combat. Cependant, il n'y avait rien ni personne là-bas. Il n'a même pas eu la chance de ressentir du soulagement en sentant une présence sinistre planer derrière lui. Arthur s'est tourné centimètre par centimètre comme si cela allait changer le résultat. À ce moment-là, un cri perçant a retenti dans tout le dortoir. Arthur se noyait dans la terreur, se demandant ce qu'était réellement la personne devant lui. Il s'est faufilé dans sa chambre de nulle part et a continué à apparaître tout d'un coup, peu importe où il courait. Reculant de peur, il demande comment le jeune homme a réussi à le déjouer dans le domaine de l'assassinat. Puisqu'il ne semble toujours pas comprendre, Mélo le met au courant d'un petit secret. Il énumère un tas de compétences comme la transparence, le camouflage, le fantôme et quelques autres. Au total, il a lancé environ 10 types de magie d'invisibilité juste pour reconstituer la technique de la brume cachée. Cela dit, seulement 10 personnes dans le monde savent comment l'utiliser car c'est une capacité secrète d'élimination du son. Le jeune homme devant lui l'a reproduit avec de la magie et l'a fait sans transpirer. Mélo lui rappelle comment il a ciblé sa famille, et comment il lui rendra l'appareil au décuple. Il n'y a plus de place pour les excuses maintenant, il est donc ordonné à la verrue d'homme de sortir immédiatement de la salle d'entraînement. Les pupilles d'Arthur tremblaient. Basé sur les yeux qui le regardent, il sait que peu importe où il court ou se cache, Mélo peut et va le tuer à tout moment. Le lendemain est arrivé. Aaron, peu importe son impudence, était occupé par le travail comme d'habitude. Il regarde les équipes d'examen qui ont été formées et sont prêtes à passer à l'étape suivante. Pendant ce temps, Arthur a fait ses valises et a quitté le Warriors Hall ce matin-là. Avec cela, 2 principaux candidats restent pour le titre de guerrier divin. Mélo et Max étaient tous deux de solides prétendants, et même lui ne peut pas prédire qui va gagner. Pendant ce temps, dans le manoir de la famille Wilson, Olivia était plongée dans ses pensées. Elle craignait que Mélo se souvienne du commentaire du premier guerrier divin, le reconnaissant comme un joker dans le processus de sélection. Juste à ce moment-là, quelques coups rapides sont venus à sa porte. Un majordome a fait irruption dans la pièce, bégayant alors qu'il venait avec des nouvelles de développement sur le garçon qu'ils avaient envoyé au test de guerrier. Selon un message qu'il a reçu, il est maintenant un candidat de choix pour être choisi comme vainqueur. Dans le même temps, ils viennent de recevoir une invitation à prendre le thé de la famille Evans. Elle savait qu'il était une personne talentueuse, mais ce niveau de succès dépasse de loin ses attentes. Acceptant l'invitation, elle arrive plus tard au Crimson Rose Garden du manoir Evans. Étaient présentes à la réception les mères de Max et Arthur, Rose et Mira, et Olivia en tant que représentante de la famille Wilson. Pour commencer, l'hôte les remercie d'être venus malgré le préavis plutôt court. La matriarche Sterling dit qu'il est naturel pour eux d'approfondir leurs amitiés puisque le guerrier divin viendra de leur famille. Cependant, elle critique la décision de la famille Wilson d'adopter juste pour compenser son incapacité. Pour empirer les choses, il est insondable qu'un candidat probable soit quelqu'un qui était un esclave il n'y a pas si longtemps. Ces mots peuvent être offensants pour les personnes impliquées, mais elle ne fait qu'énoncer les possibilités. Elle dit ensuite effrontément qu'Olivia aurait pu séduire l'instructeur, ce qui expliquerait cela. Se regardant après le commentaire carrément insultant, une brise tendue et froide souffle, Rose parle avec grâce, disant qu'il est incontestable que Mélo est arrivé jusqu'ici,
il devrait donc arrêter de fouiner pour la raison. Mera présente des excuses négligentes, ajoutant qu'elle ne se souciait vraiment pas de lui de toute façon. Leur famille gagne sa vie grâce à des assassinats, et elle est certaine que son fils peut déjouer Max. À ce moment-là, le majordome de sa famille l'a appelé avec des nouvelles. Il s'est approché pour chuchoter des faits notables, et les yeux de la matriarche se sont écarquillés de choc et d'incrédulité. Elle vient d'apprendre qu'Arthur a passé le test de sélection, mais a été carrément rejeté. Étant donné sa réaction, ils ont demandé ce qui n'allait pas, mais elle s'est juste levée et s'est brusquement excusée, disant qu'elle avait une affaire urgente à régler. La chef est partie rapidement, et Rose n'était pas assez naïve pour manquer les signes. Avec cela, elle réalise que les candidats pour guerriers divins sont maintenant réduits à 2. Elle juge que c'est mieux ainsi car les Sterling sont entachés de violence et d'un manque de courtoisie inexcusable. Les 2 dames de la maison conviennent alors de jouer franc jeu à partir de ce moment-là, fermant son éventail avec un claquement impérieux. La matriarche Evans dit que Max semble considérer Melo comme son égal. En premier lieu, le dictionnaire de leur famille ne contient pas le mot défaite, mais son fils va encore plus loin. Il ne vise pas seulement à être le guerrier divin de cette génération, mais le titre de héros lui a déjà été offert. C'est la première fois qu'Olivia entend parler du titre de héros, qui est apparemment plus élevé et meilleur que le guerrier divin. L'information était censée être confidentielle, mais Rose dit que cela ne devrait pas importer. Les humains ont un ennemi commun, les démons, et s'allient tous les 10 ans pour les soumettre. Les gens vivent dans la peur chaque jour à cause de ces monstres, incapables de les gérer seuls. Cela dit, il est également de notoriété publique que les 2 forces sont dans une impasse depuis 100 ans. Ce que le grand public ne sait pas, c'est que quelque chose s'est passé il y a 3 ans. Dieu a envoyé un message divin concernant une percée, contactant un oracle à travers le rêve, soi-disant un gardien de l'humanité, quelqu'un avec un pouvoir écrasant allait apparaître comme leur héros. Réalisant déjà qu'ils doivent venir de la famille Evans, Olivia demande si cela concerne Max. Rose dit que c'est exactement comme ça, et que son fils ne connaît pas le mot défaite car il ne l'a jamais vécu. Pendant ce temps, dans le hall des 100 guerriers, Erin a rassemblé tous les participants pour le 4e examen. Il y avait beaucoup de monde, mais il ne restait que 2 candidats principaux. Erin annonce que le thème de cette étape est la stratégie de donjon. Tout le monde a marché jusqu'au donjon labyrinthe, qui a été spécialement conçu pour le processus de sélection. Il contient des monstres terrifiants et des défis avec des pièges venant des profondeurs de l'enfer. Après tout cela, il y a un minotaure qui attend à la fin, et le premier à l'abattre remporte l'étape. Ils se rassemblent autour de l'entrée, et l'instructeur est surpris de voir le groupe de personnes derrière Melo, qu'il ne pensait pas être du genre à faire équipe. À ses côtés se trouvait Jasper, ainsi que tous les subordonnés qu'il a absorbés. D'un simple coup d'œil, il est évident que leur équipe est maintenant la plus forte du hall. D'un autre côté, Max n'avait personne à ses côtés. L'instructeur demande pourquoi il est tout seul, mais la question est retournée, et on lui demande si cela va poser un problème. Le but du test est de voir comment on se comporterait en tant que leader, donc tout le monde a été chargé de se regrouper. Il fait valoir qu'il a formé une équipe, mais qu'il effectuera quand même la tâche du donjon seul. En tant que tel, il a dit à ses coéquipiers de rester en arrière, ce qui, il le confirme, n'est pas contraire aux règles. Aaron est stupéfait et se demande pourquoi il voudrait entreprendre une telle mission seul. Le candidat le plus fort déclare qu'il ne veut pas que les gens grouillent autour de lui, et que c'est aussi simple que ça. Alors que l'instructeur souriait à l'enfant à problème, Melo écoutait derrière, entendant ce dont parlait le concurrent. Il se souvient de Val, à qui il parlait souvent de combats en tête-à-tête. En tant que plus fort parmi leur camp, ils servent de représentants, et ainsi, ils peuvent se battre à cœur joie. Imaginant son visage, il pense aux souvenirs avec tendresse et ne peut s'empêcher de sourire. Melo pensait qu'il n'y aurait que des gens ennuyeux à l'examen, mais il semble qu'il ait rencontré des gens intéressants aussi. 4 équipes sont en compétition, et des examinateurs les accompagneront pour les noter en cours de route. Voyant le visage de Melo, il demande s'il y a un problème. Puisque le donjon a l'air compliqué, l'examiné demande s'il y a des conditions à remplir. Ils mettent essentiellement leur vie en jeu cette fois, et les gens inutiles n'y arriveront pas. Les candidats doivent apprendre à être un leader et comment assumer la responsabilité d'en être un. L'ancien seigneur démon sourit en entendant cela, interprétant cela comme l'autorisation de faire tout ce qu'il veut. Après un certain temps, il est enfin temps de commencer le test. Au final, seuls quelques-uns d'entre eux rejoindront la force. Alors que Jasper pensait à son maître, quelqu'un a appelé Melo qui se déplaçait autour du mur extérieur du labyrinthe. Il tient un morceau de papier et dit que le bon endroit devrait être quelque part là-bas. Le localisant, il imprègne sa lame d'un mélange concentré de magie et d'aura. Alors qu'il regardait avec une concentration intense, les autres ont essayé de demander ce qu'il allait faire. Le jeune leader a enfoncé sa lame, la enfonçant profondément dans le mur. Tout le monde a ouvert les yeux sous le choc en voyant la couche extérieure éclater. Ils ont demandé à Eren si les murs pouvaient vraiment être brisés si facilement, mais ce n'est pas vrai, bien sûr. La pierre devant eux était censée être aussi solide que les matériaux les plus durs de l'humanité. Jasper le félicite et le loue, mais se demande pourquoi il vient de montrer sa force. Voyant son maître s'étirer et se préparer pour un autre coup, il réalise ce qu'il avait l'intention de faire et ne pouvait pas croire l'idée ridicule et sans précédent.
Melo a frappé à nouveau et est passé au suivant, puis au suivant, disant qu'ils devraient aller en ligne droite car c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace d'atteindre leur objectif. Il sourit en traversant plusieurs couches du donjon, laissant les spectateurs sous le choc et l'admiration de sa force. Le 4e examen est la stratégie du labyrinthe du donjon. Ils doivent dépasser des monstres féroces et d'innombrables pièges. Quiconque bat le Minotaure dans la partie la plus profonde du donjon en premier gagnera le plus de points. Eh bien, c'était l'intention, mais maintenant les murs de la structure se sont effondrés et sont tombés. Jasper a dit à ses hommes de suivre Melo aveuglément, mais ils n'ont pas pu s'empêcher d'être frappés d'admiration par le talent de leur nouveau leader. Le jeune homme a traversé une autre couche avec un sourire, la tranchant comme du beurre. C'est comme prévu par ceux qui le connaissent vraiment, et s'ils continuent à ce rythme, ils marqueront des points encore plus vite. Cependant, même sans se précipiter autant, ils vont probablement entrer dans les annales. Pendant ce temps, Max se tenait également près de la couche la plus externe du mur. Au lieu de vous promener comme Melo, il a doucement appuyé son doigt sur un seul endroit. Concentrant son énergie, il a poussé et a voulu qu'elle se brise. Tout comme son concurrent, il perce également le mur, mais d'une manière beaucoup plus raffinée. L'instructeur est étonné de ce dont il vient d'être témoin. Il travaille pour le comité de sélection depuis 2 décennies, mais il n'a jamais vu un candidat comme celui-ci. C'est comme si ses yeux le trompaient alors que le jeune homme semblait avoir l'intention de percer le donjon. Au risque de le déranger, il demande ce qu'il vient de faire. Max explique que tout a un point de rupture. Pour les êtres vivants, c'est un point clé reliant toute chose, mais aussi un point faible qui rend la vie vulnérable. Cela dit, les briser est simple, surtout pour lui. S'il est assez talentueux pour suivre une telle méthode, alors battre le labyrinthe sera une promenade de santé. Le prodige a toujours été le meilleur, et il sait qu'il en sera de même pour cet examen. Puisqu'il est déjà considéré comme le meilleur, l'instructeur se demande s'il vise encore plus haut. Max était digne du nom d'Evan et du rôle de vassal du royaume. Selon la carte, le Minotaure devrait être juste de l'autre côté de cette couche. Alors qu'il traverse à nouveau le mur, l'homme se demande si des gens comme lui existent encore vraiment. Le mur s'est brisé, mais au lieu de l'endroit qu'il visait, il a éclaté ailleurs alors que le corps du Minotaure s'y engouffrait. Ils ont regardé la bête avec confusion, d'autant plus qu'ils ont vu l'état dans lequel elle se trouvait. Avant même que le représentant des Evans n'atteigne la partie la plus profonde, la cible avait déjà été vaincue. Incapables de croire ce qui vient de se passer, ils ont regardé en arrière et ont vu Melo indemne et impassible alors qu'il tenait son épée sur ses épaules. Avec un sourire suffisant, il dit que c'est dommage car le prodige n'était qu'à un pas de la victoire. La moquerie atteint la fierté de Max. Toujours premier dans tout ce qu'il a poursuivi, il a été loué tout au long de sa vie. Tout le monde pensait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne devienne le guerrier divin de l'époque. Cependant, toute cette attention était maintenant dirigée vers Melo, et tout le monde le regardait comme un monstre. Pour la première fois depuis sa naissance, Max était confronté à une existence comparable à la sienne. Pendant ce temps, dans la maison Evans, Rose et Olivia prenaient le thé. Lorsque le majordome est venu avec des nouvelles sur l'examen de stratégie du donjon, elle a demandé à l'entendre tout de suite, ne se souciant pas qu'il y ait un visiteur car elle allait le découvrir de toute façon. C'est une coïncidence incroyable, et il est intriguant de voir à quel point elle est certaine que son fils gagnerait. Le rapport indique que Max a dégagé le donjon avec une vitesse au-delà du bon sens. Il a détruit les murs du donjon pour atteindre l'objectif par le chemin le plus court, dépassant considérablement les records. Rose gloussa et applaudit de joie, fière de son fils. Olivia entend parler des murs brisés et dit qu'il est vraiment un monstre. À leur grande surprise, le majordome annonce enfin la tragique nouvelle que son jeune maître se classe 2e à l'examen. D'autre part, Mela de la famille Wilson s'est classée 1re, terminant la tâche encore plus rapidement. Incrédule, Rose ne put s'empêcher d'afficher une expression ridicule, incapable d'en croire ses oreilles. Rose frappa sa main sur la table avec fureur, trouvant impossible que son précieux fils ait terminé à la 2e place. Insistant sur le fait qu'il doit y avoir une erreur, elle demande si c'est vraiment la vérité, mais le majordome ne peut pas mentir. Olivia n'a adopté Melo que pour passer l'examen et cela ne l'aurait pas dérangé s'il avait abandonné à mi-chemin. Cela dit, il a toujours dépassé ses attentes dès le moment où ils se sont rencontrés. En pensant à ses exploits, elle se demande jusqu'où il prévoit d'aller. Avec ces résultats, elle devra annuler son contrat d'ardoise, et il devrait être facile de restaurer l'honneur de sa mère. Juste à ce moment-là, Rose a parlé, disant qu'elle avait peur que les gens ne comprennent mal. Ce n'est pas parce que leur matriarche ne pouvait pas supporter les hommes que la famille Wilson peut simplement adopter des esclaves. Avec une expression froide et menaçante, contrairement à son habitude, elle avertit Olivia de ne pas penser qu'elle a battu sa famille. Elle déclare fermement que la 4e étape ne prouve pas toute la valeur de leur représentant. Ce doit être une coïncidence, et le militaire sera toujours militaire, donc elle ne devrait pas commencer à rêver. Olivia dit qu'elle a ressenti exactement la même chose. Au début, il était impossible de croire en la force de Melo. Cependant, elle réalisa rapidement que son amélioration rapide n'était ni de la chance ni une coïncidence. Elle peut maintenant dire avec confiance qu'il est capable de surpasser Max. La déclaration audacieuse et effrontée prend Rose au dépourvu. Elle soupire, reprenant ses esprits,
et demande à la visiteuse de rentrer chez elle car elle a perdu toute son excitation. Olivia est agacée par le culot de l'hôte qui l'a invitée là en premier lieu. En sortant et en se dirigeant vers sa voiture, elle voit la matriarche regarder par la fenêtre, la fixant avec des yeux brûlants. Elle ne s'attendait jamais à ce que son fils perde, alors elle décide qu'il est préférable d'être prudente. Appelant le majordome, elle dit qu'il doit déjà savoir quoi faire. S'inclinant docilement, il dit qu'il a déjà commencé à bouger et à donner un coup de main. Il est excellent comme toujours, donnant la réponse qu'elle voulait. La nuit s'approfondit et un nouveau jour arriva bientôt. Les examinateurs de sélection ont une réunion, et les gagnants se résument essentiellement aux deux principaux candidats. Ils ont déjà été soumis à des tests et des épreuves uniques, dignes du titre de guerrier divin. S'ils s'entraînent plus dur, le guerrier le plus fort qu'ils aient jamais eu ne sera pas loin de naître. Alors que les autres étaient stupéfaits par sa déclaration, Aaron sourit de joie, fier d'être témoin de ce moment en tant que guerrier. Juste à ce moment-là, ils entendent des cris de l'extérieur, demandant à quelqu'un de s'arrêter car des gens étaient en réunion. On lui a dit de ne pas chipoter, l'intrus s'est forcé à entrer. Un vieil homme fit irruption, enfonçant d'un air autoritaire sa canne dans le sol et demandant qui il pensait qu'il était. Même Aaron était choqué de le voir là. L'homme était Walter, l'aîné de la famille Evans. Il dit qu'il a entendu une rumeur selon laquelle il y avait quelqu'un d'aussi talentueux que son descendant, Max. En tant que tel, il est venu là pour faire une demande. Il ordonne aux deux de s'engager dans un match car il est préférable de choisir le guerrier divin le plus rapidement possible. Aaron proteste, en désaccord avec l'idée et demandant qu'ils attendent. Pour décider du vrai gagnant, il insiste sur le fait qu'ils doivent être soumis à plus de tests et d'entraînement. Il est interdit de faire quelque chose comme ça avant l'examen, même si c'est une demande de l'aîné. Cependant, Walter ne se soucie pas de l'opinion du jeune homme. C'est ainsi que les choses se font pour la famille Evans. Et si les 3 aînés et les 4 empereurs de l'épée sont d'accord, même la sélection du guerrier divin peut être annulée. L'instructeur méprise le vieil homme qui essaie d'entraîner la politique dans l'examen. Lui et les 6 autres ont déjà donné leur approbation, donc cela se produisait sans question. Insistant, il se fait comprendre et dit que c'est un ordre, pas une demande. Aaron s'empêche à peine de discuter à nouveau, mais on lui dit de ne pas se sentir trop mal. Après tout, il n'y a aucun moyen que quelqu'un dont il n'a jamais entendu parler devienne le guerrier divin. Plus tard dans la nuit, le saint de l'épée rencontre Melo pour l'informer des récents développements. À sa grande surprise, le jeune homme ne semble pas être dérangé et demande simplement quand aura lieu le duel. Il aura lieu dans l'après-midi dans 3 jours, et le gagnant sera le guerrier destiné du royaume. Aaron s'excuse, croyant qu'il aurait dû passer plus de temps à l'entraîner. Cependant, le jeune homme dit qu'il a fait tout ce qu'il pouvait dans la salle d'entraînement, et c'est plus qu'assez. Il est aussi confiant qu'il l'a toujours été, mais l'instructeur se demande s'il ira vraiment bien. Brassant avec une aura divine, Melo déclare que l'examen de sélection des guerriers se terminera bientôt. Le jour de la bataille finale de la sélection des guerriers est arrivé, et les 2 candidats étaient dans leur salle d'attente. Ils ne sont autorisés à utiliser qu'une épée en bois, et le match se termine lorsque l'un abandonne ou est incapable de se battre. Melo se lève, disant qu'il a quelque chose à dire. Il tend la main à Eren, disant qu'il s'est occupé de lui jusqu'à présent. Avec cela, il remercie l'instructeur pour tout ce qu'il a appris. Incapable de retenir son sourire et de rougir, il serre la main de son élève et dit qu'il priera pour sa bonne fortune. Avec cela, Melo parcourut les couloirs de la salle d'entraînement et s'arrêta en sentant une sensation étrange. Se retournant à peine, il demande ce qu'un aîné de la grande famille Evans faisait là. Walter glousse à la perception du garçon disant qu'il ne s'est même pas encore présenté. Cependant, on peut dire qu'il était sans avoir besoin de telle politesse. Après tout, l'ancien roi démon connaît un esprit de combat de mauvais augure quand il en voit un. Selon Aaron, la famille Evans a l'un des 3 grands aînés. Ce sont tous les 2 des maîtres des arts martiaux, mais le premier guerrier divin était un opposé complet et se sentait comme un sage. D'autre part, l'esprit de combat du vieil homme ressemblait plus à celui d'un démon puisque lui et Max allaient s'affronter. Il est venu voir quel type de personne était le garçon et a déduit que Melo avait le même parfum que lui. Il se moque de l'aîné et demande s'il a besoin de quelque chose, n'ayant pas le temps pour ça. Cependant, ce n'est rien de tel, mais il est venu avec une petite faveur à demander. À sa grande surprise, l'homme demande effrontément qu'il laisse Max gagner le duel plus tard. Le candidat n'en croit pas ses oreilles. Walter en rajoute en promettant de lui rendre l'appareil, s'il accepte la demande. Toute la famille Wilson, y compris lui, sera en sécurité pour le reste de sa vie. Avec cela, le véritable objectif du duel devient clair. Malheureusement pour eux, Melo n'est pas assez pourri pour se contenter de quelque chose comme la 2e place. Alors qu'il s'éloignait avec le rejet, l'aide de camp le gronda d'être impoli envers un grand aîné, mais Walter se contenta de rire de joie. D'esclave, le garçon s'est élevé à la position la plus proche du guerrier divin et agissait maintenant avec arrogance. Il a donné un sourire sinistre, excité pour le combat, et sûr que Max allait écraser l'arrogance. Melo atteint l'entrée de l'arène et on lui demande s'il est prêt pour le match. Il rayonne de confiance, prêt à y aller à tout moment. Avec cela, les portes s'ouvrirent et il s'avança. Seuls les candidats peuvent entrer dans l'arène tandis que tous les autres regardent depuis leur siège. Maintenant,
Toutes les personnes concernées étaient là. S'adressant à son adversaire, Max lui demande s'il est ouvert à une petite discussion avant la bataille. Il dit qu'il est né pour assumer le rôle, a été élevé pour être un roi et s'est constamment entraîné pour cela chaque jour. Avant qu'il ne s'en rende compte, personne de son âge ne pouvait le toucher, et il a atteint le sommet des arts martiaux. Cependant, il y a des moments où il se retrouve craintif. Dans un avenir proche, il pourrait y avoir un guerrier divin qui le surpassera. Il a consacré sa vie aux arts martiaux pour devenir un être inaccessible au-delà de la portée de tous. Il est possible de tout donner même sans adversaire digne. Mais pourquoi tiendrait-il une épée? Le jeune prodige jure de faire de son mieux pour battre ses ennemis et exister dans ce monde. Voulant le lui prouver, il prend sa position de combat et laisse rugir son aura sacrée. Alors que Melo restait impassible, le public était émerveillé par son pouvoir écrasant, reconnaissant qu'il était vraiment à un autre niveau. Compte tenu de cette démonstration, certains disent qu'il pourrait battre les 10 rois de l'épée et être au même niveau que les empereurs. Rose regarde et écoute, amusée et bien consciente que son fils a largement dépassé tous les rangs qu'ils ont mentionnés. Après tout, l'enfant devant eux était un génie, incomparable à quiconque ils avaient vu auparavant. Ce n'est peut-être qu'un examen, mais elle a hâte de voir la disparition de la personne qui leur a volé la première place. Lui disant de ne pas se laisser abattre d'un seul coup, Max se précipita, les yeux brûlants de concentration. Cependant, il voit son adversaire bouger lentement et Vorley se demande si c'est une invitation. Il est convaincu que ce n'est pas le cas et que le garçon ne peut tout simplement pas suivre sa vitesse. Son visage devient déçu, pensant à tort qu'il avait enfin quelqu'un à considérer comme un rival. Bien que ce soit dommage, il balance son épée pour mettre fin au combat rapidement. Juste à ce moment-là, leurs yeux se sont croisés et l'épée de bois est entrée en contact. La force pure de la frappe a envoyé des vagues de poussière dans toute l'arène. La fumée et l'aura se sont dissipées peu après, et alors que tout le monde pensait que la bataille était terminée, une voix familière a parlé. Max s'est dit roi, alors Melo s'attendait à quelque chose de plus. Tenant l'épée en place avec seulement quelques doigts, il dit que sa pleine puissance l'a déçu. Voyant cela, le prodige réalise qu'il a été surpassé dans l'échange, serrant les dents. Son comportement habituellement calme est jeté par la fenêtre alors qu'il affiche une expression folle, un peu comme celle de sa mère, et dit au perdant de ne pas devenir trop arrogant. Reprenant son calme après l'explosion, Max recula pour gagner de la distance. Il fixa les yeux de son adversaire et recommença à rassembler son pouvoir. L'arène était remplie de son aura sacrée, et il la libéra pour améliorer pleinement ses capacités physiques, rayonnant de force et de colère. Il révèle sa véritable forme pour la première fois. Mettant toute sa force dans les prochains instants, le jeune prodige se précipita. Il balança plusieurs fois en utilisant une vitesse qui défierait normalement même les plus grandes araignées. Cependant, Melo les esquiva tous comme si de rien n'était, sans même subir un seul coup. Regardant le combat intense de près, Héron était émerveillé par ce que faisait son élève, incapable de comprendre comment il évitait tout à un cheveu près. Avec le succès de l'échec qui le rongeait, la colère commença à monter dans le corps de Max. Il se balança, serrant les dents alors que son adversaire reculait pour esquiver une fois de plus. Pendant ce temps, Melo était complètement calme et reconnaissait la force du jeune homme. Lorsqu'il est arrivé pour la première fois à la salle d'entraînement, le fait même était un énorme obstacle, il a donc dû faire tout ce qu'il pouvait. L'ancien roi démon tourna et utilisa parfaitement le couple de son corps pour donner un coup de pied à l'ennemi. Compte tenu de ses compétences, Max parvient à bloquer la contre-attaque inattendue, mais la force était suffisamment forte pour le renvoyer de quelques mètres en arrière. Il maudit l'ennemi, furieux de la tournure des événements. Grâce à lui, le niveau de combat de Néla s'est inopinément amélioré juste grâce à leurs échanges continus. Juste à ce moment-là, une voix stridente appela Max, s'adressant à lui avec un surnom affectueux. Il regarda en arrière. L'agacement se répandit sur son visage. Rose était près de l'arène, demandant à son fils s'il allait bien, et ignorant les hommes qui essayaient de l'empêcher de s'approcher. Reprenant son calme, il demande calmement à sa mère de ne pas utiliser son surnom en public car c'est inconvenant. Elle s'excuse, expliquant qu'elle est juste inquiète, mais il dit qu'il n'y a pas besoin de tels sentiments. Après tout, il va tout rendre à son adversaire. Avec cela, les deux se font face une fois de plus. Se préparant à faire quelque chose, Max dit qu'il va utiliser un mouvement. Il le réservait pour un ennemi de niveau guerrier. Avec un cri de guerre sourd et grondant, il rassembla son énergie, et même Melo remarqua que la qualité de son aura sacrée changeait. Il bougea, mais laissa des clones de son corps là où il se tenait. Même l'ancien roi démon fut pris par surprise lorsque le jeune homme utilisa la technique sacrée, l'ombre invisible, pour invoquer des clones de lui-même. Cependant, c'était la technique de Val, et l'image d'elle l'utilisant était encore fraîche dans son esprit. Il n'y a qu'une seule personne assez courageuse pour y parvenir. Alors comment diable faisait-il ça? Max sourit arrogamment et fièrement, demandant comment il allait faire face à 4 d'entre lui. Ravi de sa réussite, il annonce qu'ils vont charger l'adversaire de toutes les directions. Il va même jusqu'à avertir le jeune homme de la difficulté que ce sera. Malheureusement pour lui, Melo a déjà vu son atout et sait que tout ce qu'il a à faire pour briser la technique est de frapper le corps principal. Max glousse, certain que c'est plus facile à dire qu'à faire. Les 4 corps se sont infiltrés,
partageant la même vitesse que l'original. Jusqu'à ce que l'ennemi parvienne à faire quelque chose, il a l'intention de faire autant de dégâts que possible. Regardant Melo esquiver et se déplacer, il dit qu'il doit se défendre s'il veut gagner. Il demande même moqueusement si esquiver est la meilleure action qu'il soit capable d'entreprendre. Malgré les moqueries continues, Max avait un secret, et il croit que personne ne s'en est encore rendu compte. Tout le monde peut voir les quatre, mais ils ne sont que de simples leurres dans le grand plan. Après tout, le vrai corps était caché et se frayait un chemin juste derrière la cible depuis tout ce temps. Le vrai sens derrière la technique de l'ombre invisible est de créer des leurs alter-ego. Avec le camouflage optique, le corps principal devient invisible et libre de porter un coup fatal à l'arrière de la tête de l'ennemi. Levant son épée, Max sourit triomphalement, certain que la victoire est à portée de main. À cet instant, le coude de Melo s'enfonça directement dans le visage du vrai corps. Le nez du prodige était cassé, ne s'attendant pas du tout à être frappé alors que sa technique était active. Alors qu'il tombait au sol de douleur, tous les corps invoqués commencèrent à disparaître et se dissipèrent bientôt dans le néant. Si l'on fait attention, on verra que la technique est inutile car elle est incapable de cacher les pas du vrai corps. Même Val a dit que la capacité ne fonctionnerait pas sur les adversaires forts et ne serait qu'un simple tour de fête. À genoux, Max se releva, luttant même pour se tenir debout. Il leva les yeux et cria d'horreur, incrédule face à la situation tragique dans laquelle il se trouvait.